réussir le mix énergétique de son patrimoine tertiaire. On est ensemble pendant environ 2 heures pour cette conférence. J'avais un petit, vous savez, comme d'habitude, un petit chiffre que je vous soumets et je vous laisse réfléchir le temps de vous présenter chacun. Donc autour de cette table, Eugenio Darocha, vous êtes responsable prescription au sein d'Atlantic System. Bonjour Eugenio, et vous aborderez les solutions de chauffage efficaces et ça, on aura ce temps ensemble. On a également avec nous Francisca Bernussen. Vous êtes chargée de projet rénovation et transition énergétique au sein de l'Agence régionale énergie-climat, l'AREC, qui dépend de l'Institut Paris Région, et vous présenterez des projets de rénovation énergétique. Bon, et vous parlerez du mix énergétique, vous nous ferez tout un focus sur le mix énergétique. Bonjour Francisca. On a également Thomas Even, vous êtes responsable offre décarbonation chez Elio. Bonjour Thomas, et puis vous allez effectivement faire un tour d'horizon de toutes ces offres de décarbonation et puis aussi comment intervient un bureau d'études sur la partie mix énergétique. On a également avec nous Daniel Lhéritier. Bonjour Daniel, vous êtes responsable pôle tertiaire industrie Île-de-France chez GRDF et puis vous nous parlerez effectivement du gaz, de l'avenir du gaz. D'ailleurs on en a parlé, il y avait Alexis Bougeois que vous devez connaître, qui était avec nous hier pour la partie copropriété, et donc vous nous parlerez de ces sujets autour du gaz que vous maîtrisez parfaitement. Ensuite, on a Sami Hamdi. Bonjour Sami. Vous êtes conseiller technique du programme ACTE SASU au sein de la SASU FSNCR, si je me trompe pas. Et puis vous parlerez des initiatives de financement pour la transition énergétique, puisque ça c'est le sujet sur lequel vous êtes. Et puis enfin, on a à distance avec nous Denis Carme. Bonjour Denis, vous êtes directeur du C78, syndicat d'énergie des Yvelines, parce que encore un acronyme, on va essayer de pas assommer trop notre public avec les acronymes. Et puis vous nous ferez des retours d'expérience sur les Denis, on vous a sur les installations, notamment PV, c'est ça, si je me trompe pas, que vous avez réalisé sur votre territoire. Voilà, ce tour de table étant fait, est-ce que vous avez trouvé ce que c'était 17%? Il y avait quelqu'un qui l'a fait. Alors, c'est les consommations d'énergie dans la partie tertiaire par rapport à la totalité de l'énergie du bâtiment. Vous voyez, donc c'est colossal. C'est 265 TWh. Oui. Alors, Francesca, on avait dit qu'on commencerait par vous pour présenter le sujet. On peut faire peut-être un état des lieux. C'est quoi le mix énergétique et quelles sont les applications pour le tertiaire? Oui, merci beaucoup. Moi, je travaille, comme vous l'avez dit en introduction, pour l'Agence régionale énergie-climat en Île-de-France. Donc, c'est un peu la région Île-de-France qui est notre périmètre d'intervention. Et donc, je vais parler un peu plus spécifiquement de la situation dans cette région-là, mais qui est finalement une région à enjeu national, parce qu'on trouve en Île-de-France quand même près d'un quart des surfaces tertiaires françaises, dont 260 millions de mètres carrés de tertiaires. Et donc, c'était très intéressant de commencer avec du coup le chiffre national sur la part des bâtiments tertiaires dans les consommations énergétiques nationales. En Île-de-France, on voit que le bâti tertiaire a un poids encore plus important qu'à l'échelle nationale parce que il représente 29% des consommations énergétiques régionales. Sachant que là, on parle des consommations énergétiques, tout vecteur énergétique confondu, qu'on regarde que les consommations électriques, le bâti tertiaire représente même 50% des consommations d'électricité en Île-de-France. Ça veut dire que 50%, la moitié de toute l'électricité qui est consommée en Île-de-France, l'est par le bâti tertiaire. Donc c'est vraiment un enjeu très important pour la région. Colossal, oui. Et, tout à fait. Et donc du point de vue de l'impact carbone, le bâti tertiaire représente aussi 18% des émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France. Alors,
du coup, ça c'est un peu la situation comme elle est aujourd'hui. Quand on regarde les évolutions les plus récentes, sur la période 2005 à 2021, on voit que la consommation énergétique est restée relativement stable sur le bâti tertiaire. Donc aujourd'hui, on n'est pas forcément sur une trajectoire de diminution quand on regarde la consommation dans son ensemble. Mais il faut mettre ça dans un contexte où l'activité tertiaire a continué à augmenter pendant cette période en Île-de-France. Donc en fait, il y a une création de plus 11% d'emplois tertiaires sur ce territoire, donc aussi des surfaces tertiaires qui ont continué à augmenter. Et donc on voit que même si la consommation énergétique est restée stable dans son ensemble, l'intensité énergétique par emploi a quand même diminué. Parce que malgré cette augmentation de l'activité, on n'a pas augmenté la consommation énergétique. Et du coup, sur l'aspect émissions de gaz à effet de serre, on voit même une baisse de 5%, et qu'on peut attribuer notamment à la réduction, l'abandon des chaudières fuel dans le bâtiment tertiaire, et aussi une réduction des consommations gaz. Donc on voit qu'il y a déjà une réduction des consommations d'énergie fossile. Alors sur la diapo suivante, on entre vraiment dans le sujet de la matinée. Donc le mix énergétique, la manière dont il se présente en Île-de-France. Donc sans surprise, l'électricité domine déjà aujourd'hui le mix énergétique du bâti tertiaire en Île-de-France. Donc représente plus de 53% des consommations énergétiques. Mais le gaz aussi est encore très présent. Juste pour décrire, il y a deux camemberts, là, pour sud-droite. Et c'est quoi la différence entre sud-droite et sud-gauche? Alors, le premier camembert, on a en fait, exactement, on a la répartition par source d'énergie. Donc ça, c'est vraiment le mix énergétique, c'est-à-dire quelle est la répartition par source d'énergie dans l'ensemble des bâtiments tertiaires en Île-de-France. De l'autre côté, sur le camembert qui est un peu plus simple avec uniquement 3 couleurs différentes, on est en fait sur les consommations par usage. Donc, quels sont les usages en fait qui vont consommer le plus d'énergie. Donc là, on voit que dans le bâti tertiaire, le chauffage, par exemple, ça représente 42%, ce qui est bien moindre que dans le bâti résidentiel, parce que dans le bâti résidentiel, c'est vraiment le chauffage, les besoins en chaleur, qui le principal poste de consommation, ce qui représente plus de 60% des consommations énergétiques dans les résidentiel, alors que dans le tertiaire, ça va être ce qu'on a appelé les autres usages spécifiques. Donc en fait, ce qui va être tout ce qui est informatique, éclairage, climatisation aussi de plus en plus. Donc finalement des consommations électriques qui vont représenter une part importante des usages. Et donc ça va avoir un impact sur les leviers qu'on va pouvoir mobiliser pour intervenir sur le tertiaire. C'est-à-dire dans le résidentiel, le principal levier, ça va être la rénovation énergétique, parce qu'il s'agit de réduire les besoins de chaleur, alors que dans le tertiaire, évidemment, la rénovation énergétique est importante, mais elle doit toujours s'accompagner aussi par la sobriété énergétique pour agir sur ces consommations électriques. Sur les différents usages qu'on a, effectivement. Exactement, sur l'exploitation du bâtiment, et surtout de plus en plus sur la sobriété numérique, parce qu'on voit que cette part de la numérique, du numérique, à côté de la climatisation, prend aussi une place de plus en plus importante dans les consommations des bâtiments. Alors, je veux pas rentrer dans le débat du numérique. Je sais pas si on prend la bonne trajectoire sur la sobriété du numérique, parce qu'on voit l'explosion. On en parlait d'ailleurs sur la capture de la réalité, sur les intelligences artificielles. Bon, c'est pas le sujet du tout de la conférence, et puis pas notre champ d'expertise, hein, mais on voit l'explosion des usages autour du numérique. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, d'un côté, dans les bâtiments directement, parce qu'on a une démultiplication du coup des appareils, des usages numériques, et après aussi les consommations entre guillemets indirectes qui sont liées au serveur pour les stockages de données et tout ça. Donc là, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites avec aussi des campagnes de sensibilisation et des campagnes un peu d'action de sobriété dans les entreprises pour réduire par exemple le stockage des données, adopter un certain nombre de gestes qui permettent aussi d'agir là-dessus. Est-ce que pour boucler ce sujet, puis on n'en parle plus, dans la précédente diapo, sur les consommations, il y avait aussi les data centers, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de data centers non, les data centers ne sont pas compris dans ce calcul, qui sont vous pouvez considérer sur les industrie peut-être, vous les mettez dans un autre. Alors ça, je peux plus vous dire exactement parce que du coup là, c'est un peu la nomenclature prise dans notre observatoire régional, mais effectivement nous, au sein de l'Institut Paris-Région, on mène aussi des études spécifiques sur cet objet data center, et on surveille vraiment de près l'évolution de la consommation énergétique liée au data center, parce que il y a des gros projets en Île-de-France, et on voit que c'est vraiment un grand enjeu qui va impacter la consommation énergétique de la région à l'avenir. Ouais.
Mais est-ce que la part de la disons, la part de consommation cloud, c'est parce que c'est la part des consommations cloud qu'on fait sur des data centers qui sont pas chez nous, finalement, est-ce qu'elle est intégrée dans la consommation globale ou pas du bâtiment? Parce qu'on pourrait la ramener à la consommation du bâtiment, hein, vous voyez, c'est comme les consommations de CO2, Oui. souvent on importe des t-shirts qui viennent de l'autre bout du monde, et on peut intégrer cette consommation de CO2 dans le... Oui, bah, en général, là, du coup, on va être plutôt sur les consommations qui sont directement au sein du bâtiment. Enfin, parce qu'après, sinon, il y a un problème un peu de double comptage aussi des consommations. Donc, il y a vraiment un enjeu de bien attribuer en fait chaque consommation. Ok, c'est des sujets complexes. Merci pour cet état des lieux. Donc voilà, donc on voit une grosse différence effectivement, Francisca, entre le résidentiel et le tertiaire. Et puis c'était bien d'avoir, c'est rare d'avoir cette diapo là sur les usages. Et on voit effectivement que les leviers du coup sont pas du tout les mêmes. Vous avez d'autres diapos que vous vouliez nous présenter? Non, pas forcément d'autres diapos, peut-être juste si j'ai encore le temps de dire un peu d'eux, parce que du coup, là, j'ai parlé un peu de la situation actuelle, des évolutions les plus récentes, et donc peut-être pour voir quelles sont les perspectives un peu pour... Oui, on avait dit qu'on parlerait un peu de la stratégie nationale bas carbone, mettre ça dans une perspective un peu... Exactement, donc de voir un peu quels sont les objectifs qui sont aussi fixés pour l'évolution de ce mix énergétique à l'échelle nationale. Et donc, juste pour rappeler que la stratégie nationale bas carbone fixe donc un objectif d'atteindre à horizon 2050 un parc de bâtiments qui atteindra en moyenne un niveau de performance des normes bâtiments basse consommation, BBC. Et donc, on peut assimiler en fait aux meilleures notes A et B du diagnostic de performance énergétique. Donc, je pense que tout le monde connaît assez bien. Et donc, je pense que cet indicateur du diagnostic de performance énergétique, du DPE, il est assez intéressant parce que il se fait finalement en deux volets. Donc, il y a un volet énergie et un volet climat. Donc, il y a vraiment un enjeu d'aller vers des bâtiments qui sont à la fois basse consommation et bas carbone, et donc allier un peu les deux leviers qui sont la réduction des consommations, le gain d'efficacité dans le système énergétique qu'on va mettre dans les bâtiments tertiaires, et de l'autre côté réduire le recours aux énergies fossiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment ce double aspect qui pour nous est très important de mettre en avant, d'avoir pas que une vision énergie, mais vraiment cette vision énergie GES. Et puis juste pour dire concrètement en termes de levier des politiques publiques, le principal outil qui est mobilisé aujourd'hui, c'est le décret tertiaire, donc le dispositif éco-énergie tertiaire, et donc finalement une approche par la réglementation et donc une obligation d'atteindre une certaine réduction de la consommation énergétique dans les bâtiments. Et donc peut-être juste pour refaire le lien avec l'Île-de-France, dire que ces dispositifs, c'est un levier particulièrement fort pour notre région, parce qu'en fait, on a aussi une concentration dans la région des grandes surfaces tertiaires qui du coup sont soumis au décret tertiaire, parce que dans notre région, c'est à peu près 90% des surfaces tertiaires existantes qui sont soumis au décret tertiaire, alors que c'est plutôt d'ordre de 76% à l'échelle nationale. Donc on a aussi cette surreprésentation en fait des surfaces concernées par le décret tertiaire en Île-de-France. Et puis aussi en Île-de-France, il y a aussi une particularité, c'est les réseaux de chaleur, et donc l'usage des réseaux de chaleur aussi. Tout à fait. Donc en général, j'en reparlerai peut-être un peu spécifiquement sur les enjeux, les recommandations qu'on peut donner aux collectivités, mais effectivement en Île-de-France, on a deux grands atouts, si on peut le dire comme ça, c'est les réseaux de chaleur, et donc notamment dans les zones urbaines, et puis aussi on a un potentiel de géothermie qui est très important. C'est ça, c'est ce qu'on appelle c'est de nom, alors de mémoire, hein, sous votre contrôle, le Dogger, c'est ça, c'est cette nappe souterraine oui, tout à fait. qui d'eau chaude sous l'Île-de-France, hein. Et là-dessus, on a vraiment sur beaucoup de territoires un potentiel très important. Et donc ça, de la même manière, c'est vraiment nous dans nos recommandations de plutôt aller vers ces solutions-là. Donc raccordement au réseau de chaleur urbain quand c'est possible, sachant qu'en plus, ce sont pas que des réseaux de chaleur, mais aussi des réseaux de chaleur et de froid. Donc ça peut aussi permettre d'agir sur la composante confort d'été qui est quand même de plus en plus importante aussi. Voilà, donc on a vu stratégie nationale bas carbone, pour résumer, c'est performance, moi ce que j'avais retenu, 2050, sobriété, donc c'est-à-dire que à usage
performance et à usage identique, je consomme moins d'énergie. Hein. Sobriété, je vais chauffer un peu moins, je vais utiliser un peu moins. Et puis c'est l'usage des énergies renouvelables et à partir de ça, on atteint une neutralité de CO2. Et je voulais donc effectivement continuer avec vous, Thomas. C'est à dessein que j'ai cité ces trois sujets. C'est quoi la performance énergétique, puisque ça c'est votre sujet? Donc oui, effectivement, déjà merci de m'avoir invité pour cette conférence. Donc rapidement pour faire une présentation du groupe Helio et Akai Energy. Donc effectivement, nous on accompagne nos clients sur tous ces sujets de maîtrise de l'énergie, qui impliquent à la fois un volet de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Donc assez simplement, on a quatre métiers au sein d'Helio et Akai Energy. Donc en premier lieu, tous les aspects d'ingénierie technique, qui est principalement réalisé par le bureau d'études Akai Energy, qui vise à faire très concrètement des audits énergétiques, des études de faisabilité, d'opportunité, d'évolution du mix énergétique. Le second pilier, c'est un pilier de monitoring énergétique, de suivi des consommations assez fins, qu'on réalise avec un logiciel qu'on a développé depuis à peu près près de 20 ans, qui s'appelle Delta Conso Expert. Enfin, il y a aussi le volet d'ingénierie financière, qui est un gros sujet évidemment, et donc on accompagne nos clients sur toute cette ingénierie financière, notamment via le groupe Helio et ses activités, alors que ça soit via les C2E, mais aussi d'autres dispositifs d'aide et d'accompagnement. Et enfin, il y a le dernier volet qu'on intègre de plus en plus, qui est la production d'énergie renouvelable. Donc voilà, on accompagne nos clients à produire une énergie propre et maîtriser leur propre énergie. Donc voilà, globalement, l'idée c'est de pouvoir accompagner nos clients sur tous leurs projets de maîtrise de l'énergie, de A jusqu'à Z, vraiment pouvoir les suivre, les prendre par la main et les accompagner sur tous ces sujets en constante évolution. Donc voilà très rapidement pour une présentation du groupe. Quand vous m'avez invité, moi j'ai vu le titre de cette conférence et je me suis tout de suite posé la question, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie que de réussir le mix énergétique de son patrimoine tertiaire? Et c'est, je pense, assez important de se poser cette question. Alors évidemment, en premier lieu, l'objectif du mix énergétique, c'est de répondre à des besoins. Les besoins, on vient de le rappeler, c'est principalement des besoins de chauffage, mais il y a aussi des besoins de consommation électrique, pour permettre aux usagers de pouvoir voilà bénéficier de l'énergie. Il y a évidemment le deuxième volet dont on pense auquel on pense tout de suite, c'est la faisabilité technique et économique des projets de performance énergétique. Donc très concrètement, il s'agit d'étudier voilà la fiabilité, la faisabilité d'un projet. On peut pas installer des réseaux de chaleur partout, des moyens de géothermie partout. Et il s'agit bien sûr d'étudier la performance économique de ces différents leviers énergétiques. Donc ça, c'est évidemment les deux leviers prioritaires, j'ai envie de dire. Et il y a le troisième levier, le levier de la performance environnementale, qui est de plus en plus intégré aujourd'hui. On l'a rappelé, il s'agit principalement de la performance climatique des projets d'efficacité énergétique. Et on le sait hein, globalement que cette performance environnementale est très importante. Cependant, à mon sens, c'est quelque chose qu'on met souvent au troisième plan, qu'on met souvent après les deux autres leviers. Et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La lutte contre le changement climatique, c'est vraiment un enjeu sociétal très important. Et si j'ai fait cette petite flèche sur le graphique que vous voyez, c'est à la fois pour rappeler que cette performance environnementale vise à répondre aussi
aux deux principaux enjeux qui sont recherchés avec le mix énergétique. Quand on sait que en France, on se dirige sur une trajectoire de +3 à +4 degrés en moyenne dans de réchauffement climatique, on peut se dire que vraiment le confort des usagers va être impacté. Il y aura des nuisances, il y aura des conséquences potentiellement problématiques. Et en plus, si on intègre les sujets d'événements climatiques extrêmes, des canicules qui vont se renforcer en intensité, en nombre, on se rend bien compte que le confort des usagers ici est impacté. Et voilà, quand on parle du tertiaire, alors le tertiaire, c'est environ 15% des émissions de gaz à effet de serre en France. Le tertiaire, par ces émissions-là, contribue à ce réchauffement climatique qui va impacter le confort des usagers. Donc en fait, pour conclure, la performance environnementale, c'est pas quelque chose, selon moi, qui devrait être mis au dernier point dans une hiérarchie des objectifs et des enjeux. C'est vraiment quelque chose qui permet de répondre au confort des usagers, qui permet vraiment voilà, d'améliorer la situation des usagers, le confort thermique, et notamment en été. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de performance, d'éléments de performance environnementale? Très concrètement, il s'agit de favoriser au maximum les énergies renouvelables et de récupération. Je peux citer, il y a l'ADEME qui a une certaine hiérarchie qu'elle appelle ENR choix, qui vise à faire un peu cette hiérarchie des meilleurs leviers énergétiques à mobiliser. Donc c'est une ressource qui est très intéressante. Elle nous dit que, principalement, il faut faire de la récupération de chaleur fatale. C'est vraiment le premier. Alors chaleur fatale, tout le monde connaît pas forcément ce que c'est. La chaleur fatale, c'est quoi? C'est la chaleur qui est diffusée, par exemple, dans les data centers, qui irait dans l'atmosphère, et celle-ci, on se dit, bah tiens, on peut la récupérer, on peut récupérer la calorie pour chauffer, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de process énergétiques qui vont impliquer de la déperdition de chaleur, et c'est tout à fait normal. Mais parfois, cette chaleur, elle peut être récupérée, et elle peut, notamment dans le cadre des data centers, permettre de chauffer d'autres bâtiments, par exemple. On peut éventuellement récupérer, voilà, cette chaleur des data centers qui est assez conséquente pour d'autres usages. Et donc, cette récupération de chaleur, c'est vraiment l'un des premiers enjeux. Il y a de gros gisements partout sur le territoire, et ça, c'est vraiment une source d'énergie qui doit être mobilisée. Voilà. Bon, on reviendra là-dessus. Je pourrais détailler tous les sujets. Mais on voit plus clair. Merci là pour ces trois enjeux, et puis effectivement de rajouter ce sujet de performance environnementale dans la réussite d'un projet. Alors continuons, puisqu'on a dit qu'on allait dérouler un état des lieux, et puis ensuite venir sur des solutions pour vous, chers publics et chers conférenciers, avec vous, Eugenio. Alors, vous connaissez bien le sujet, parce que vous fournissez des systèmes, tout au moins sur la partie chauffage, climatisation, et pas que. Hein, vous avez d'autres systèmes. Mais quels sont les leviers d'action qui sont disponibles pour les collectivités qui nous regardent? Bonjour. C'est dans la continuité de ce que vient de dire mon prédécesseur. Pour réussir, moi, ce que j'ai envie de vous dire, pourquoi le groupe Atlantique est concerné par ces questions, c'est que le confort thermique, c'est notre métier. Et le confort thermique, c'est quasiment 2/3 des besoins dans un bâtiment. Donc, il était nécessaire qu'un fabricant français s'occupe de faire de ce qu'on appelle de l'éco-performance. C'est pas un simple mot, c'est une vraie re-question de comment on peut faire pour amener de la calorie, de la frigorie dans un bâtiment, de la ventilation, de manière à ce qu'on le fasse avec beaucoup moins d'énergie qu'avant. Donc ça, c'est un virage qui a été pris il y a plus d'une quinzaine d'années. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est ce que j'avais dit l'année dernière, c'est justement raisonner, si vous êtes en face de votre parc, comment je dois faire? Parce que c'est ça le sujet des gens qui nous écoutent. Raisonner comme une bonne mère de famille, comme un bon père de famille. C'est-à-dire, première chose, que fait mon bâtiment? Faire l'état des lieux des bâtiments. Ça passe par... on va continuer. Tu me fais des blagues. Ça passe par
justement l'audit énergétique. Ça passe aussi par savoir, pas tout de suite sur le numéro 2, sur le raccordement aussi la GTB. Il y a le décret Bax qui nous impose de se raccorder sur des puissances au-dessus de 70 kW aujourd'hui. Donc ça va aider à comprendre exactement ce qui se passe dans le bâtiment. Dans l'audit énergétique, pour vous donner une image, prenons un collège, par exemple, qui va être pas ouvert 60 jours. Pourquoi 60 jours? 24 heures sur 24 et 365 jours par an. On est bien d'accord qu'il est fermé pendant les vacances scolaires. Est-ce qu'il est nécessaire de chauffer ce bâtiment pendant les vacances d'hiver à 19 degrés? Est-ce qu'on peut peut-être, merci, est-ce qu'on peut peut-être baisser la température? Est-ce qu'on peut changer la température des couloirs par rapport à la température des classes? Toutes ces petites réflexions de ce que fait le bâtiment permet tout simplement, quand on n'a pas besoin d'aller chauffer, ça fait des économies. Ça paraît du bon sens. Mais ce bon sens n'était pas réfléchi comme ça dans les solutions d'avant. Le raccordement de GTB, je vous l'ai parlé, il y a que 7% des bâtiments qui étaient raccordés avant que le décret Bax passe. Les derniers chiffres que j'ai eus, on est sur les 18-20%, donc ça monte extrêmement vite. La GTB, c'est quoi? C'est la gestion technique du bâtiment. Ça va permettre de savoir où est-ce que je perds de l'énergie dans le bâtiment, parce que souvent, on le voit pas. C'est-à-dire que la production, elle fonctionne, il y a de la température partout. Par contre, il y a peut-être dans le coin du grand bâtiment tertiaire, un endroit où il y a une fenêtre qui est ouverte, une isolation qui est mal faite, et là, il y a de la déperdition en continu, et on peut aller gérer ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle la première étage de la fusée. J'ai une chance sur 2 sur le bouton, on y va, c'était le bon bouton. Ensuite, se poser la question, et ça a déjà été évoqué, est-ce que j'isole pas mon bâtiment? Le chauffage est lié à la capacité qu'ont les murs de garder la chaleur, ce qu'on appelle la déperdition. On a des bâtiments qui ont été construits avec une déperdition plus importante. Aujourd'hui, la déperdition dans la construction technique est beaucoup moindre. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un bâtiment où avant je mettais peut-être 100 kW de chauffage, aujourd'hui je vais en mettre 70. Je viens de vous dire qu'on vient de mettre 30% de chauffage en moins. Donc j'ai un bâtiment, il est ancien, est-ce que j'isole pas? Est-ce que je mets des protections solaires pour jouer sur le climatique, etc. Le solaire photovoltaïque, on aura Denis qui nous en parlera un peu plus tard de mémoire, mais vous mettez des panneaux, vous pouvez auto-alimenter beaucoup d'électricité de votre bâtiment. Aujourd'hui, le photovoltaïque dans le décret tertiaire, ça efface la consommation. C'est essentiel. Le relamping, c'est un mot très savant pour dire on change les LED. On change les LED. On change le fluo pour mettre des LED. Et le fluo, ça consomme plus que les LED sur les éclairages. Il y a des bâtiments tertiaires, donc vous prenez les grands bureaux à la Défense pour vous donner une image, avec 19 degrés de température de consigne et toutes les fluos changés en LED, ils sont déjà quasiment à moins 40% de consommation sur le ratio surface qui est très, très important. Oui, ça c'est le premier, tout le monde le connaît maintenant, hein, mais c'est le premier objectif du décret tertiaire 2030, moins 40%. Oui, le moins 40, le fameux moins 40%. Ouais. Et enfin, une fois qu'on sait ce que fait le bâtiment, comment il se comporte, qu'on a pris la décision, je rénove pas, il est temps à ce moment-là, et ça va dans le sens de ton slide, de se dire que font les équipements, est-ce que j'ai besoin ou pas de les toucher? J'ai mis le mot réglage exprès sur le slide. Pourquoi? Parce que le réglage, et GRDF a fait une excellente étude là-dessus, peut-être que tu en parleras, je sais pas, c'est 15% de consommation en moins juste en sachant bien régler l'installation. Parce que l'installation de chauffage, de ventilation, elle se dérègle au fur et à mesure du temps. Donc il y a besoin de la régler. Est-ce que je pilote de plus en plus avec la fameuse GTB dont je vous ai parlé, c'est-à-dire d'anticiper, par exemple, température de nuit, j'abaisse ma température la nuit, donc je redémarre vers 6 heures du matin pour que quand les élèves, je reviens à mon collège, ils rentrent, ils aient leurs 19 degrés. Donc on peut faire de la programmation de ce type-là, du pilotage. Et puis moi je suis concerné par le matériel, je vends des systèmes de chauffage, de fabrication d'eau chaude sanitaire et de climatisation. Qu'est-ce qu'on peut aller faire sur le matériel? Est-ce qu'on le remplace? Est-ce qu'on en garde une partie et on va rajouter l'ENR avec d'autres systèmes? Donc voilà un petit peu comment vous pouvez vous occuper de votre bâtiment. J'avais envie de vous présenter ça. Je l'avais fait l'année dernière et je pense que c'est
essentiel de se dire n'ayez pas peur, il y a des professionnels autour de la table qui sont capables de vous accompagner sur ces sujets, mais les 3 questions, vous les avez là. Qu'est-ce que fait mon bâtiment? Est-ce que j'isole et j'isole pas? Et comment je vais utiliser mon matériel existant pour le transformer et le transmuter vers de l'éco-performance? Alors, merci Eugenio là pour cette présentation. Alors là-dessus maintenant, quand on tire le fil, on se dit bon, il faut l'étude. Vous en parliez Eugenio. Il faut l'étude, il faut le bureau d'études thermiques. Donc c'est la question que je vais vous poser là, Thomas, puisque là vous remplacez aussi Théophile hein, qui devait intervenir. C'est quoi la place de l'étude dans un projet et qu'est-ce qu'il faut réaliser comme étude? La première étape pour tout projet de mix énergétique, c'est de faire un diagnostic énergétique. Ça répond très bien à ce qui a été dit. La première question, c'est qu'est-ce que fait mon bâtiment, quel est l'état des lieux. L'objectif, c'est vraiment d'analyser en profondeur toutes les consommations énergétiques pour voir, avoir un état des lieux et éventuellement identifier d'éventuelles dérives avec un modèle théorique qui sera modélisé en fonction des caractéristiques du bâtiment et qui permet d'identifier les éventuelles dérives qu'il y a entre l'état actuel et le modèle théorique. Ça permet ensuite de pouvoir faire des préconisations de travaux, que ça soit de l'isolation, que ça soit du relamping, plein d'autres préconisations qui peuvent être faites. Il faut intégrer toutes ces préconisations dans d'une programmation de travaux et pouvoir aussi identifier, pouvoir chaîner ces programmations de travaux, c'est-à-dire les associer ensemble pour identifier si l'une ne va pas impacter l'autre, si le fait de faire de l'efficacité énergétique ça va pas impacter ensuite un éventuel projet que j'aurais de production photovoltaïque par exemple ou de production de chaleur et pouvoir dimensionner au mieux tous ces équipements pour permettre d'avoir quelque chose de cohérent à travers tous ces travaux. Ensuite, il y a d'autres études qui peuvent être menées, des études de faisabilité, d'opportunité sur l'évolution de son mix énergétique, que ça soit passer de moyens d'énergie fossile à des moyens décarbonés comme de la biomasse, de la chaleur renouvelable, de la récupération de chaleur ou de l'électrification de ces bâtiments. Voilà, mais une collectivité aussi, elle a un patrimoine avec plusieurs bâtiments. On va en reparler, hein, mais donc il y a aussi des arbitrages à faire. On peut pas faire tous les travaux. Est-ce que ça se fait au niveau de l'étude, c'est-à-dire faire un état des lieux de l'ensemble des bâtiments, de l'ensemble des travaux possibles, des retours sur investissement qu'on peut avoir. J'imagine il y a un sujet un peu complexe. J'ai pas du tout parlé effectivement des aspects économiques, mais c'est des choses qui sont évidemment intégrées dans des audits énergétiques ou des études de mix énergétique. C'est quelque chose évidemment qui doit être fait, qui permet d'orienter les décisions vers des leviers énergétiques les plus cohérents. Mes collègues d'AKA Énergie pourraient en parler bien mieux que moi. Moi, j'ai moins l'aspect technique sur comment c'est réalisé, mais évidemment c'est des choses qui doivent être menées et c'est ce que je disais tout à l'heure, la faisabilité technique et économique d'un projet, c'est nécessaire pour tout projet de maîtrise de son énergie. Alors Denis, on vous a à distance avec nous. Là, on continue à tirer ce fil logique. Vous accompagnez les collectivités. Peut-être vous pourrez faire un état des lieux là sur votre territoire hein, du nombre de collectivités que vous accompagnez. Et quelles sont leurs demandes finalement de ces collectivités en termes d'audit, de solutions? Alors, le syndicat d'énergie des Yvelines, c'est 202 communes adhérentes, principalement sur les Yvelines, mais quelques-unes dans le Val d'Oise. Beaucoup de ces communes ressentent le besoin d'être accompagnées
parce que pas forcément suffisamment de personnel en interne pour traiter ces sujets, notamment pour les plus petites, mais pas seulement. Et donc là, on intervient alors sur 2 axes, axe MDE, donc maîtrise de la demande en énergie, et axe développement des énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque, mais pas seulement, ça peut être aussi les gaz verts. Et voilà, donc en termes de MDE, on va leur proposer donc de sélectionner des entreprises qui sont capables de réaliser des audits de performance, et puis tenter, de définir ensemble, non pas tenter, réussir d'ailleurs, définir ensemble les stratégies qui permettent donc de diminuer les consommations énergétiques pour diminuer la facture, bien sûr. Donc l'accompagnement, il part du diagnostic jusqu'à le choix de la solution, et après l'accompagnement par un bureau d'études que l'on aura sélectionné, la recherche de subventions et le suivi, le pilotage des travaux grâce à des entreprises sélectionnées par nos soins. Voilà pour la partie MDE. Pour la partie ENR, on parlait du solaire photovoltaïque, mais on en reparlera peut-être un peu après. On propose donc de réaliser des installations de solaire photovoltaïque en autoconsommation collective, ce qui permet à une commune d'accueil d'utiliser de l'énergie solaire directement sur plusieurs de ces points de consommation. Parmi les collectivités qui sont sur votre territoire, finalement, elles sont diverses. J'imagine, il y en a qui ont des compétences en interne, d'autres qui n'ont pas de compétences en interne. C'est quoi les profils? On a des communes, la plus petite de nos communes a 32 habitants, donc vous imaginez bien que là, il n'y a pas de compétences en interne pour gérer les problèmes, ce type de problème. Et puis on a des communes beaucoup plus grosses, Mantes-la-Jolie, Poissy par exemple, ou d'autres, Sartrouville, qui eux, ont leurs propres compétences, mais n'ont pas forcément une compétence spécifique. Par exemple, la collecte des certificats d'économie d'énergie. Là, ils vont faire appel à nous parce qu'on a développé cette compétence particulière. Donc c'est un des axes d'accompagnement qui permet aussi de favoriser l'émergence de solutions intelligentes au point de vue énergétique. Pour favoriser cette maîtrise de la demande en énergie. Oui, il y a des métiers, je crois qu'il y en a 2, alors je les ai plus en tête, c'est économe de flux, et l'autre métier c'est de conseiller en énergie partagée, c'est ça. Je passe sous votre contrôle. Vous pouvez rappeler la différence peut-être, Denis, entre l'économe de flux ou conseiller en énergie partagée? Le conseil en énergie partagée, souvent, il est proposé, mais pas seulement par des agences locales d'énergie climat, ALEC. Et donc, alors partagé, pourquoi? Parce qu'il est partagé pour plusieurs interventions et plusieurs collectivités. Et conseil en énergie, il va donc analyser les factures et puis proposer éventuellement de définir un type d'accompagnement en lien avec la rénovation du bâti ou l'amélioration des moyens de production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. L'économe de flux, lui, il va plus spécifiquement calculer les déperditions, les calories nécessaires, etc. Donc c'est plus, il y a un axe un peu plus déterminé. Alors, mais quelque part, le conseiller en énergie partagée peut faire de l'économie de flux. Oui, les métiers sont pas très éloignés. On va continuer avec vous. Vous. Denis. On va revenir là sur la partie. Vous allez présenter les projets que vous avez développés là de photovoltaïque. On va continuer avec vous. Effectivement, pour Samy, pour la partie. Acté, parce que vous, effectivement, vous avez développé un programme au sein d'Acté. C'est un programme pour accompagner les collectivités pour faire tout ce qui est audit et études, parce qu'on sait que c'est point de départ, c'est la prise de conscience, c'est découvrir ce que je peux faire, et quand j'ai découvert ce que je peux faire et que j'ai pris conscience, après je peux déployer les travaux. Et vous financez d'ailleurs, alors peut-être les économes de flux ou les conseillers d'énergie partagée, je sais plus lequel des deux vous financez, mais vous allez nous expliquer tout ça. Tout à fait. Merci pour votre invitation. Donc effectivement,
effectivement, le programme acté est porté par la FNCCR. Je me permets de rappeler l'acronyme Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, qui est une vieille maison, une vieille dame qui a 90 ans depuis 1934. Et en 2019, pour répondre à un besoin croissant des collectivités territoriales en matière d'ingénierie sur les enjeux d'efficacité énergétique et de rénovation énergétique, elle a créé et porté un programme qui s'appelle le programme acté. Et donc, il y a eu une évolution significative des besoins en financement des collectivités territoriales auxquels le programme acté a répondu. Donc initialement, on avait un programme d'une dizaine de millions d'euros pour accompagner les collectivités sur ces enjeux-là. Un deuxième programme qui s'appelle le programme acté 2 qui disposait d'un budget de 110 millions d'euros et nous avons eu une troisième mouture de 220 millions d'euros pour accompagner au mieux les collectivités territoriales. Ce programme acté plus arrive à échéance, donc il est financé par les certificats d'économie d'énergie. Il arrive à échéance au 30 septembre 2026 et on est en pleine renégociation pour pouvoir poursuivre à travers une quatrième mouture pour accompagner au mieux les collectivités territoriales sur ces enjeux-là. Grosso modo, sans avoir de secret, ce qui va être plus important, on est dans des périodes qui sont complexes aussi, budgétaires, donc est-ce que vous avez une tendance à... Mais je voudrais pas vous mettre mal à l'aise. Hein. Non, mais écoutez, nous effectivement, la demande qu'on a fait auprès du gouvernement, c'est de pouvoir augmenter ce montant et ce budget. On vise 300 à 400 millions d'euros pour essayer d'accompagner au mieux les collectivités sur les enjeux d'ingénierie. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a quand même des enjeux gouvernementaux qui sont assez forts et un contexte budgétaire qui est très complexe, aussi bien pour l'État que pour les collectivités territoriales. Et pour le moment, nous n'avons pas encore eu l'aval sur une quatrième prolongation du programme acté. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur le bilan notamment du programme acté 2. Donc sur l'ensemble des financements que nous avons apportés aux collectivités territoriales, donc les 110 millions d'euros, et ensuite je reviendrai sur les axes de financement. On a eu 35% de passage à l'acte. Donc de 35% de passage d'une étude à une réalisation de travaux concrets de rénovation énergétique de bâtiments. C'est beaucoup mieux que dans les copropriétés, hein. Juste pour vous donner le retour de passage à l'acte là est très très fort. Ouais. Et c'est même mieux que le programme acté 1, puisque sur le programme acté 1 on était à un taux de transformation de 30%, donc là on est passé à 35% et on vise dans les 5 années prochaines le passage à 70%, puisque on va dire qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été lancées. Ça doit s'inscrire dans des stratégies de rénovation sur du long terme, des plans pluriannuels d'investissement et donc les collectivités projettent des rénovations énergétiques sur du temps long. Donc j'aimerais juste revenir donc sur le programme acté. Elle est finalement assise sur trois piliers, les financements, donc à travers les financements, donc pour vous répondre à votre question, donc le programme acté finance des économes de flux, et donc sur le programme acté 2, on a eu 380 économes de flux qui ont accompagné les collectivités territoriales dans des stratégies de rénovation énergétique des bâtiments. Les conseillers en énergie partagée sont plutôt portés par l'ADEME. Donc c'est la distinction in fine des marques, mais les métiers sont similaires entre les économes de flux et les conseillers en énergie partagée. Ensuite, on a un lot qui s'appelle le lot outils, qui vise à améliorer la connaissance de son bâti et de son patrimoine, puisque effectivement, pour concevoir une stratégie, il faut avoir un état des lieux précis. Je reviendrai justement sur la question d'audit. Oui. Combien il y a d'économes de flux qui sont en France, qui sont aujourd'hui financés Alors sur le programme acté 2, on avait 380 économes de flux qui ont été cofinancés. Ce chiffre-là est en constante augmentation, puisque il me semble que les derniers chiffres, on est plutôt de l'ordre de 500 économes de flux qui ont eu du financement à travers le programme acté 2 ou le programme acté plus. Donc les besoins sont croissants en matière d'ingénierie au sein des collectivités. Donc je reviens sur les différents chaînons. Donc on a le lot, on va dire, outils de suivi des consommations. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont développé des logiciels pour suivre de manière très fine les consommations énergétiques. Ensuite, le lot numéro 3 qui est plutôt un lot dédié aux études énergétiques, les audits énergétiques, les études de faisabilité. Mais j'aimerais revenir sur un point qui me semble important. Il a été évoqué tout à l'heure l'audit énergétique, mais il me semble qu'il y a une brique en amont qui pourrait être extrêmement pertinente, c'est les schémas directeurs immobiliers de l'énergie. Donc là, l'idée, c'est une étude sur l'ensemble du patrimoine
bâti de la collectivité pour aller justement cibler les bâtiments les plus énergivores et ensuite déclencher, le cas échéant, un audit énergétique. Également, je me permets de revenir sur un élément qui a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que je rénove ou je ne rénove pas? En réalité, la question elle va vite être répondue, comme dirait l'autre, puisque il y a le décret tertiaire qui a été évoqué ici et là, mais il y a également la directive européenne de l'efficacité énergétique qui va être mise en application très prochainement et qui, elle, vise, à travers l'article 5, 1,9% de consommation d'énergie en moins, tout usage confondu, et l'article 6 qui va concerner directement les collectivités territoriales, 3% de la surface chauffée ou refroidie devra être rénovée par an. Alors attendez, là ça c'est un nouveau truc là que je connaissais pas ça, mais là il y en a qui l'apprennent aussi. Francisca, vous le connaissez, non? Oui, bien sûr. Alors 1,9% d'énergie en moins. Bon, il y a le décret tertiaire, c'est 40% d'économie d'énergie, mais ça c'est quoi alors 1,9% par an? Oui, alors donc il y a plusieurs choses. Donc la directive de l'efficacité énergétique européenne, Ouais. il y a donc un article 5 qui vise Ouais. une diminution des consommations d'énergie à hauteur de 1,9% par an, tout usage confondu. Ah voilà, c'est ça, tout usage Voilà, confondu. tout usage confondu, donc éclairage, bâtiment tertiaire, etc. Et ensuite l'article 6 qui elle vise directement le patrimoine public. Et Ouais. quand on parle de patrimoine public, on parle du patrimoine de l'État et des collectivités Ouais. territoriales, et qui, elle, vise 3% de la surface chauffée ou refroidie devra être rénovée par an. Ouais. Donc il y a de gros enjeux actuellement portés par la DHUP sur les décrets d'application. Ouais. Quelles vont être les on va dire les surfaces qui seront ciblées pour rénover les bâtiments et atteindre ces objectifs-là. Nous, côté FNCCR et Programme Acté, on porte un message qui est le suivant. Premier point, si les exigences réglementaires sont de plus en plus importantes et que en face on réduit les dotations en matière d'ingénierie et de sources de financement, ça va être un petit peu complexe puisque effectivement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il faut pouvoir disposer d'une ressource en interne pour finalement établir ces plans d'action. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les communes, je rebondis sur ce que disait notre homologue du syndicat d'énergie des Yvelines, il y a des communes qui sont très peu dotées et qui disposent de très peu d'habitants, et exiger une rénovation de 3% de leur parc, ça va être très complexe en matière de coûts d'ingénierie et de financement des travaux. Donc l'enjeu est là. Ça serait pour quand ça Le décret d'application devrait voir le jour dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année. Ah oui, donc c'est demain, oui. Oui, c'est demain. C'est demain. Tout à fait, c'est demain. Donc je reviens un petit peu sur les différents lots que nous apportons. On finance les études de maîtrise d'œuvre, donc justement pour favoriser le passage à l'acte. Et ensuite, on va être en capacité de financer des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et je vais prendre un exemple spécifique, c'est la mise en place notamment de contrats de performance énergétique qui permettent de gérer au mieux l'exploitation des bâtiments. Donc ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la production de ressources sur lequel Acté travaille de manière intense. On va mettre à disposition des ressources gratuites, des cahiers des charges, des guides pour améliorer, on va dire, la connaissance du bâti. Et le troisième pilier sur lequel se repose les conférences que vous faites aujourd'hui, d'ailleurs. Tout à fait, oui, tout à fait. Et puis un cycle d'animation et de montée en compétences des économes de flux sur les enjeux climatiques, sur les enjeux techniques, sur les enjeux financiers, sur les enjeux réglementaires, puisque on le voit que un certain nombre de décrets d'application évoluent de jour en jour. On a entendu hier qu'il devrait y avoir un gel de MaPrimeRénov' dans les prochaines semaines. Pareil, il faut pouvoir avoir une veille attentive, etc. Maintenant, j'aimerais peut-être revenir sur un élément qui me semble important. On a beaucoup évoqué les enjeux de sobriété, les enjeux d'efficacité. Moi, j'aimerais revenir peut-être sur quelque chose qui a été, on va dire, conceptualisé depuis quelques années maintenant par l'association Négawatt. C'est la démarche Négawatt, in fine. C'est de pouvoir hiérarchiser. Négawatt, là, il faut en parler en 30 secondes. Hein, en 30 secondes. Mais c'est parce que c'est une association. Il faut dire c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur
Oui, alors Pour présenter le cadre, hein, sinon si vous rentrez dans le sujet comme ça, on va perdre le public. Pas de souci. Donc Nega c'est pour moins et Watt c'est pour moins de puissance. Voilà. Et donc c'est une association qui, en gros, prône une démarche qui se veut hiérarchisée. D'abord, on va réduire les consommations. Ensuite, on va chercher des outils, des équipements qui sont très efficaces. Et ensuite, on va développer les énergies renouvelables pour répondre à ces besoins. Voilà, grosso modo, la démarche Negawatt. Oui, mais on retrouve là la stratégie nationale bas carbone, ni plus ni moins. Hein. Tout à fait. Sauf que il y a plus de solutions. Là, il y a des solutions qui sont proposées derrière. Exactement. Alors, du coup, moi, ce que je vais me permettre de faire très rapidement, si j'ai encore un peu de temps. Non, mais Ok. Donc sur la démarche Negawatt, le programme Acté s'inscrit, on va dire, dans cette vision de sobriété, d'efficacité, de développement des énergies renouvelables. Sur les enjeux de sobriété, le programme Acté a développé plusieurs choses. Un sous-programme qui s'appelle, en partenariat avec le CEREMA et l'IFPEB, qui s'appelle le programme Cube, qui vise à, c'est un concours d'utilisation, on va dire, des bâtiments énergétiques, pour, on va dire, avoir une sobriété énergétique dans les bâtiments. Donc on va venir sanctionner ou valoriser, on va dire, les bâtiments qui ont permis, avec des actions qui ne coûtent pas, réduire les consommations énergétiques. On a également un sous-programme qui s'appelle le sous-programme EcoPousse, qui lui également vise dans les bâtiments scolaires des actions d'efficacité, de sobriété énergétique. Ensuite, dans la partie production de ressources, on est revenu sur les retours d'expérience des plans de sobriété qui ont été mis en place par les collectivités territoriales suite à la crise énergétique de 2022-2023 avec ce qui s'est passé notamment en Ukraine et sur les marchés de l'énergie, pour pérenniser ces plans de sobriété sur le long terme. Non plus répondre, on va dire, à un enjeu signal prix important, mais pouvoir les inscrire dans la durée. Sur les enjeux d'efficacité, donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les schémas directeurs immobiliers, les audits énergétiques. Et sur la partie développement d'énergie renouvelable, il y a plusieurs éléments. Tout à l'heure, il a été évoqué les enjeux d'autoconsommation individuelle, mais de plus en plus, la réglementation pousse vers notamment l'autoconsommation collective, c'est de pouvoir mettre en lien, en musique, un certain nombre de producteurs d'énergie renouvelable à partir de sources photovoltaïques et des consommateurs, donc de pouvoir faire le lien. Et ensuite, dans cette stratégie d'approvisionnement local, on a également la possibilité de recourir à des PPA. Alors je vais l'utiliser en français plutôt, des contrats d'achat direct d'énergie renouvelable. L'idée, c'est de pouvoir aller chercher, on va dire, une partie de sa consommation et de pouvoir la couvrir directement avec un producteur d'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque. Et le premier contrat d'achat direct à énergie renouvelable a été signé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt, à Nantes, entre un producteur d'énergie renouvelable et Nantes Métropole et le territoire d'énergie 44. Et j'aimerais juste finir sur un dernier élément, et ensuite je laisse la parole, sur les enjeux de flexibilité électrique. Également, c'est un enjeu qui commence à être de plus en plus important, pouvoir répondre aux enjeux système électrique et essayer de trouver des solutions pour, on va dire, moins déstabiliser le système électrique. Oui, flexibilité électrique, c'est tout le monde qui ferait la demande en même temps, mais ça pose un problème de production d'énergie et donc du coup d'avoir des systèmes de production qui sont souvent émissifs en termes de carbone, qui soient fuel, je crois qu'on n'en a plus, mais en tout cas gaz ou autres, et qui sont pas prévus, et donc du coup il faut prévoir de lisser. Exactement. En fait, la flexibilité électrique, c'est un des premiers signaux qui ont été, on va dire, c'est le fil qui s'est déroulé depuis la crise énergétique de 2022-2023, où on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des enjeux à décaler les consommations énergétiques pour pouvoir essayer de desserrer l'étreinte sur les marchés de l'électricité et sur les réseaux électriques. Et donc le programme Acté a également développé un sous-programme qui s'appelle le sous-programme EFACT pour essayer d'accompagner au mieux les collectivités territoriales dans ces stratégies de décalage des consommations énergétiques. Et là, je vais faire le lien avec l'exploitation et la gestion technique des bâtiments. Il est primordial de pouvoir avoir toujours un pilote lorsqu'on a une gestion technique des bâtiments. En gros, imaginez d'avoir une Ferrari
dans un bâtiment pour gérer au mieux les températures de consigne sans avoir de pilote qui conduit la Ferrari, c'est complexe. Et donc les stratégies de décalage de consommation ou de réduction des consommations à cet effet nécessitent une ingénierie interne et avoir une personne ressource qui est en capacité de piloter cette Ferrari. Voilà. Génial, là, pour répondre, il faut, vous suivez, là, vous êtes le pilote dans le bâtiment, là, Nous, on accompagne les exploitants sur justement comment déjà pouvoir faire. Et la responsabilité du fabricant de machines que nous sommes, c'est de donner des points de mesure précis et des points de mesure juste pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement sur le rendement de la machine, sur la consommation gaz si on est sur la chaudière, sur la consommation électrique si on est sur la pompe à chaleur. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et on a une deuxième responsabilité qui vient se heurter un petit peu justement au Lewis Hamilton de la Ferrari, qui est que on va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut sur la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et je vais même me concentrer sur l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire a des règles très simples, c'est un départ constant d'eau chaude à 60 degrés. Et sur tout le bouclage, c'est sur la boucle d'eau chaude, il faut qu'on revienne au maximum à 55. Pourquoi ? Sinon, on transmet la légionnelle. La légionnelle, c'est une La légionnelle est une bactérie ouais. qui va attaquer le système immunitaire et qui peut causer des morts. Donc nous, on a une responsabilité, et quand je dis nous, je me mets avec les exploitants avec moi, de dire, non, il faut que l'installation, elle tourne et que on maintienne ça. Donc pourquoi je vous parle de l'eau chaude sanitaire ? Parce que le grand consommation de sources d'énergie dans l'eau chaude sanitaire, c'est ce fameux bouclage. Ce fameux bouclage, nous, Atlantique, on vous dit clairement, on vous laissera pas la permission d'aller le tripoter parce que c'est un système de sécurité de santé publique. Donc, il y a besoin d'un pilote et il y a besoin de former le pilote. J'ai envie de dire ça pour résumer ma réponse. Alors, continuons et puis on va rentrer dans le sujet. Daniel, on arrive à vous parce que je vous vois là, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le gaz. D'ailleurs, on en parle en sujet aussi. Thomas, là, juste pour finir sur la partie ingénierie et notamment l'ingénierie financière. Là, on a commencé à aborder ces sujets. Vous avez bien détaillé d'ailleurs les sujets des financements et des accompagnements que vous faites auprès des collectivités. Et donc sur la partie financière, quels sont les outils dont disposent les collectivités ? Oui, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure beaucoup de la performance environnementale et de la faisabilité technique, mais il y a tous ces aspects financiers d'investissement qui sont très importants dans tous les projets énergétiques. Et il y a de nombreuses aides. Alors, il se trouve, c'est notre métier un peu historique, l'ingénierie. Pardon, l'ingénierie financière. Historiquement, nous, on est un acteur du dispositif des C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui financent un certain nombre d'actions d'efficacité énergétique. Là, je voulais aussi parler d'autres aides qui peuvent être mobilisables, qui sortent un petit peu du dispositif des C2E que j'imagine beaucoup de gens connaissent et donc que je vais pas rappeler. Mais du coup, je voulais parler de plusieurs investissements qui existent, de plusieurs aides qui existent. Il y a notamment le DIAG PER-FIMO qui est un dispositif porté par la BPI qui permet de financer des études permettant d'inscrire son patrimoine tertiaire dans une trajectoire qui est conforme au décret tertiaire. C'est une aide qui est la bienvenue et qui permet vraiment d'engager les premières études, notamment ce que je disais tout à l'heure, les diagnostics énergétiques, en fait, les audits. C'est vraiment la première chose à faire et c'est des choses qui peuvent permettre qui peuvent être financées via ce diagnostic. Il y a aussi, alors je vais pas m'étendre sur tous les dispositifs, mais il y a aussi le DIAG décarbonation porté par la BPI qui permet de faire un bilan carbone, d'autres DIAG comme le DIAG écofluide, DIAG éco-conception, bref, il y a beaucoup d'aides qui existent qui sont portées par la BPI. Donc voilà, faut vraiment ne pas hésiter à nous contacter pour avoir plus de renseignements sur chacun de ces dispositifs.
Et en slide suivante, il y a une description du dispositif, cette fois porté par l'ADEME, qui s'appelle décarboner le tertiaire. Alors il y avait une première relève qui s'est terminée le 22 mai, mais il y a une seconde relève le 16 octobre. Je vais pas non plus rentrer dans tous les détails de ce dispositif qui est assez complexe, mais globalement ça permet de financer les études de faisabilité et les investissements qui sont réalisés. Donc c'est in fine la suite du DIAG Perfimo. Ça s'inscrit vraiment dans ce parcours, dans le même parcours technique. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une couverture en ENR et une efficacité énergétique de son patrimoine tertiaire. Il y a énormément d'autres aides. En réalité, là j'en présente deux très rapidement, sans les détailler, mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'aides hormis le mécanisme des C2E, et je sais à quel point c'est compliqué de la part de tous les acteurs d'avoir une vision globale d'ensemble de toutes ces aides aux investissements. Donc voilà, moi je vous invite à nous contacter, à revenir vers nous, qui faisons de la veille régulière pour décrypter ces enjeux avec les offres de subvention, et qui pouvons vous orienter au mieux vers les aides qui seront les plus adaptées à vous et qui peuvent parfois aussi se compléter, que ça soit les aides privées du mécanisme des C2E et les subventions publiques offertes par l'ADEME, la BPI. Voilà, il s'agit d'avoir vraiment tout en tête. Oui, il faut faire un état des lieux de toutes ces aides et voir celles qui sont adaptables et qu'on peut utiliser. Le DIAG Perf, là que je voyais BPI, il est cumulable avec les diagnostics que les aides que vous proposez également vous chez Acté. C'est une colle que je vous pose, non? Non, alors je connaissais pas ce diag Perfimo. Simplement nous la seule règle en matière d'accompagnement des collectivités territoriales, puisque nous notre système ne fonctionne que pour les collectivités territoriales, et non pas pour le secteur privé. Oui, là ça marche que pour le privé et les collectivités, ça. Alors c'est vraiment pour effectivement les entreprises, le secteur privé et associations. Ah oui, d'accord. Donc là, on peut pas. Donc ma question est hors sujet. On peut pas avoir un cumul sur ces deux aides. Oui, simplement ce que je voulais dire, c'est que on doit respecter la règle de 80% maximum d'aide sur des demandes de financement, sur des études. Voilà, c'est cette règle-là. On peut pas faire de gras sur les aides. Merci à vous. Alors maintenant, Daniel, arrivons effectivement au sujet le gaz. On en parle beaucoup. Alors finalement, j'avais deux questions. Mais qui est la même. C'est quelle est la place du gaz dans le mix énergétique? Et puis après, on reviendra, mais vous en reparlerez aussi de l'avenir du gaz dans les années à venir. Très bien. Merci pour l'invitation déjà et cette intervention. Alors effectivement, j'ai entendu beaucoup d'éléments sur l'accompagnement, la décarbonation dans le tertiaire et notamment les éléments très intéressants au niveau de la région Île-de-France sur la place du mix énergétique en Île-de-France. Donc effectivement, la GRDF, Gaz Réseau Distribution France, on est le principal opérateur de gestion de l'infrastructure gazière en France. Et à ce titre-là, en fait, on accompagne, comme les acteurs énergétiques, dans les enjeux de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables. Donc là-dessus, on est assez aligné sur l'ensemble des scénarios énergétiques européens ou nationaux. Et globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a beaucoup parlé des solutions énergétiques, on a beaucoup parlé effectivement du bâti, mais il y a un gros sujet, c'est quand même le sujet de la data. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ne connaissent pas tant que ça la consommation d'énergie, pourquoi ils consomment. D'ailleurs, le pilotage de leur installation énergétique par rapport à l'usage du bâtiment, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il est quand même, on commence à l'aborder, mais on est quand même qu'au début. Donc, avant de se projeter sur des ENR et sur l'efficacité, il faut d'abord travailler vraiment sur la partie sobriété parce qu'on peut déjà faire des gains très sensibles par ces gestes-là. Et à ce titre-là, par exemple, GRDF, tout client qui consomme du gaz peut voir sur son portail GRDF la consommation de l'ensemble des bâtiments
qui consomment du gaz. Et ça, c'est intéressant parce que, par exemple, quand on a un client, une collectivité qui a plusieurs bâtiments avec plusieurs fournisseurs d'énergie, il est obligé de se connecter à chacun des profils du compte du fournisseur d'énergie à qui il a souscrit un contrat. L'intérêt, c'est qu'avec GRDF, avec un seul compte, il voit l'ensemble des consommations de ces bâtiments sur le site de GRDF. Donc ça, c'est vraiment, on invite les entreprises, les collectivités à se connecter au portail GRDF pour suivre leur consommation. Et c'est le premier pas pour aller sur la sobriété énergétique dans les bâtiments. Ensuite, il faut aussi avoir en tête que GRDF, on a un projet d'entreprise qui vise non seulement à décarboner nos activités, donc on a notre propre ambition de décarbonation. On a aussi un enjeu, bien entendu, d'accompagner les clients et les partenaires dans leur décarbonation, dans une logique d'efficacité et de sobriété énergétique. Et en parallèle, on a une ambition très forte de développement des gaz verts en France, avec une ambition d'avoir 20% en 2030 de gaz renouvelable dans les infrastructures et ensuite 40% à l'horizon 2035 et bien entendu la neutralité carbone à l'horizon 2050 avec 100% de gaz vert, en sachant que ça c'est un scénario qui a été également validé par l'ADEME, donc c'est pas une source de la filière gaz, c'est bien l'ADEME qui a montré qu'on avait l'ensemble du gisement qui pouvait être mobilisé en France avec différentes typologies de déchets et qui pouvait du coup produire du gaz vert à partir de méthanisation, du gaz de synthèse à partir de pyrolyse de déchets solides, ou encore l'hydrogène, qui est également un gaz renouvelable et qui va décarboner à la fois le tertiaire et l'industrie demain. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie standard de l'accompagnement de GRDF, mais qui était important pour moi de rappeler sur l'accompagnement des gestes autour des collectivités et des partenaires du tertiaire. Oui, parce que finalement sur le gaz, il y a un double geste. J'avais aussi ce tableau là d'hier avec Alexis il y a un double geste et on va diminuer quand même la fourniture de gaz en France. Je sais pas, c'est l'ordre de 40 ou 50%. Oui, à l'horizon 2030-2040. Bon, je regarde pas l'épaisseur du trait. Le deuxième geste, c'est qu'on va remplacer le gaz d'origine fossile par du gaz vert. Exactement. On s'inscrit complètement dans les trajectoires énergétiques qui sont voulues par l'Europe et par la France. On évoquait tout à l'heure la baisse annuelle de la consommation d'énergie par usage. On est complètement là-dedans. Donc nous, on s'inscrit effectivement sur l'optimisation de la consommation de gaz. Et on se projette, en plus du sujet du gaz renouvelable, dans une logique de mix énergétique. Tout à l'heure, on évoquait la problématique, en tout cas les sujets de l'impact sur l'infrastructure. Alors, il y a un petit... De l'électrification, c'est bon. De l'électrification des activités. Et effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir en fait des pointes énergétiques électriques de plus en plus fortes avec l'électrification des activités, tout en ayant en fait une consommation qui doit être stable et ne pas consommer au niveau annuel. Donc du coup, on voit qu'on va avoir des impacts sur les pointes, et comment on va répondre à cette problématique de pointe, ça va être un vrai sujet. On peut pas faire comme en Espagne, On peut pas couper parce que tout le monde dans le métro. C'est un des sujets, et tant qu'on n'a pas trouvé de solution sur le stockage de l'électricité de manière massive, on a ce sujet de corrélation entre la production et la consommation au niveau électrique. Et donc c'est pour ça que GRDF milite beaucoup sur le mix énergétique, parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen de faire cette transition énergétique. Et le gaz, ça se stocke, bien sûr, aussi. Le gaz, bien entendu, ça se stocke, mais c'est surtout que le gaz, c'est une énergie de transition, et que l'objectif, c'est bien le gaz renouvelable. C'est pour ça que il faut faire attention effectivement aux amalgames, parce que dire qu'on veut sortir du fuel et du gaz au niveau du chauffage, c'est un piège, parce qu'en fait, autant on ne peut pas transformer le pétrole en énergie renouvelable, ça n'est pas possible. Autant le gaz fossile, on peut le switcher avec du gaz renouvelable. Oui, parce que donc ça c'est très important. Voilà. Quiconque a fait un peu de biologie, c'est quand on laisse les matériaux se dégrader dans la terre. C'est la fermentation. C'est la fermentation, et ça dégage du méthane. Du méthane naturellement. Donc autant l'utiliser. C'est ça l'idée du gaz vert. C'est le principe de l'économie circulaire. On a des déchets sur un territoire, donc autant les valoriser plutôt que de laisser le méthane partir dans l'environnement. Et vaut mieux valoriser ce méthane et que ça émette du CO2 dans la consommation de ce méthane que de le laisser le méthane s'évaporer directement dans la nature. Parce que le pouvoir de gaz à effet de serre est beaucoup plus fort du méthane qui va dans l'environnement. Donc, mais je crois que c'est 25 fois, mais oui, enfin après ça dépend effectivement des filières de gaz renouvelable qu'on mobilise. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention aux amalgames, et c'est pour ça que par exemple
dans un des pays nordiques, hein, il y avait une trajectoire de tout électrifier les usages tertiaires. Et dans les premiers déploiements qu'ils ont fait, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une problématique de pointe électrique qui arrivait très très vite, au bout de 4 ans, 5 ans. Et ils sont revenus, et maintenant ils obligent à développer des systèmes hybrides qui combinent de l'électricité et du gaz, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas répondre à la problématique de la pointe. Donc ça, c'est un point de vigilance qu'il faut qu'on ait aussi en France. Et en plus, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir aussi utiliser l'énergie renouvelable qui est produite localement. Je pense par exemple à Seine-et-Marne en Île-de-France. On a quand même beaucoup de gaz renouvelable qui est produit, et ça, c'est quand même une chance, parce que l'Île-de-France, c'est aussi une terre agricole, hein, donc ça, c'est peu connu, mais on a énormément de ressources agricoles en Île-de-France, et c'est aussi une force pour décarboner les activités à la fois tertiaires et industrie en Île-de-France. Alors, on va revenir sur vos diapos, là, parce que là, maintenant, on va regarder les solutions, hein, Exactement. Donc, pour aller dans cette logique de mix énergétique, un des leviers qu'on met en avant, c'est justement l'hybridation, c'est-à-dire le fait de combiner plusieurs énergies sur un usage ou sur plusieurs usages au niveau du bâtiment. Donc là, l'exemple qui a été mis en avant, c'est une pompe à chaleur hybride gaz qui combine une pompe à chaleur électrique traditionnelle avec une chaudière gaz THPE. Donc l'intérêt de cette solution, c'est que pour les besoins THPE, alors tout le monde à très haute performance énergétique. Oui. Donc on gagne par rapport à une chaudière gaz standard 15 à 30% de performance énergétique, et donc autant de gaz consommé en moins. Voilà, donc à consommation de gaz équivalente, 30% d'économie. Hein. Voilà, exactement. Ouais. C'est l'objectif. Et donc l'idée de cette installation, c'est de dire que la pompe à chaleur électrique va en fait capter les calories à l'extérieur. Donc on est sur une autoconsommation finalement d'énergie, hein, parce qu'on capte des calories qui sont dans l'environnement. Et grâce à cette consommation de calories externes, on va diminuer la consommation d'électricité par rapport à des convecteurs traditionnels et autres. Donc ça, c'est déjà l'enjeu d'utiliser la solution la plus performante au niveau électrique. Et ça, la pompe à chaleur électrique y répond très bien. Par contre, une des difficultés de la pompe à chaleur électrique, c'est en période hivernale, c'est le rendement énergétique, c'est-à-dire la capacité par rapport à l'électricité consommée à produire du chaud. Et donc là, en fait, ce rendement se dégrade très très vite dans des températures froides et oui. Oui, compliqué de prendre des calories quand il fait 0 degré dehors. Exactement. Donc, il y a moins de calories. Donc, forcément, comme il y a moins de calories, le rendement se dégrade. Et donc, ça, c'est une des difficultés de la pompe à chaleur électrique, parce que du coup, ça veut dire que dans cette période de froid, on vient rajouter de la pointe électrique parce qu'on a une installation électrique qui est moins performante. Et donc, ça veut dire qu'au niveau national, on vient rajouter de la tension sur le parc de production électrique nucléaire, mais qui est dépassé. Et donc, c'est-à-dire que ce sont les centrales thermiques qui prennent le relais. Et donc là, on vient à nouveau dégrader à la fois le bilan carbone national, mais aussi la balance commerciale énergétique nationale, parce que ça veut dire qu'on est obligé d'importer davantage d'énergie fossile. Donc on n'a pas du tout intérêt à avoir ce système énergétique qui se développe. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à l'échelle du bâtiment, il faut qu'il y ait cette souplesse et ce mix énergétique qui se développe. Et là, du coup, il y a le relais qui est fait par la chaudière gaz à très haute performance énergétique. Et du coup, globalement, grâce à cette solution, si on doit comparer entre une chaudière gaz et une installation hybride gaz, on diminue de 70% la consommation de gaz et donc les rejets de gaz à effet de serre sur l'installation de chauffage. Donc c'est quand même déjà très performant. Et l'autre intérêt, c'est aussi de pouvoir piloter finalement cette installation à la fois par rapport effectivement au rendement énergétique de l'installation, c'est-à-dire voilà l'évolution de la température, mais aussi de pouvoir optimiser sa facture énergétique selon l'évolution du prix des énergies. Parce que ça, c'est aussi un des points qui est très important. Aujourd'hui, on va vers un scénario peut-être pas mono-énergie, mais on sent qu'on y tend quand même beaucoup. Et là, du coup, on crée de la tension potentielle, parce que ça veut dire qu'il y a moins de résilience s'il doit y avoir un défaut, soit d'alimentation, on l'évoquait avec ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec la dégradation de l'infrastructure électrique pendant le festival de Cannes, etc., etc. Donc ça veut dire que sur toutes ces périodes-là, à Cannes, il y a eu ça, j'ai pas suivi. Alors, mais c'est oui, il y a eu un poste source électrique qui a été endommagé, il y a eu un pylône à RTE qui a été coupé. Enfin voilà, ça a été un peu compliqué à gérer pendant quelques heures. Et donc typiquement, par exemple, pour des établissements de santé qui ont des installations de chauffage et électrique, voilà, ça peut créer des difficultés quand même d'exploitation qui sont pas neutres. Hein. Donc il faut aussi intégrer cette souplesse et cette résilience au niveau des installations. Et autre point, et là je me décale par rapport au thème du sujet, mais quelques secondes, ça va être très difficile demain de demander
par exemple, à un industriel qui s'électrifie, de dire, ben là, pendant 5 heures, ton process, tu le mets de côté parce qu'on n'a pas de capacité. Là, c'est du chômage technique. Hein. Enfin, c'est des impacts qui sont pas neutres du tout. Et là, on voit des offres au niveau énergétique, notamment électrique, sur des tarifs à super heures creuses. Donc, on avait les heures creuses et maintenant, on a les super heures creuses pour avoir encore des tarifs. Et ça va dans cette logique d'optimisation entre la consommation et la production. Et si on va dans cette logique-là, je ne sais pas si demain, par exemple, les IRVE, on parlait tout à l'heure des bornes de recharge électrique, bah, par exemple, sur les bornes de recharge le long des routes, est-ce que demain, on va leur demander de diminuer par 2 l'appel de puissance quand les véhicules vont venir se recharger? Alors que l'objectif des bornes de recharge sur la route, c'est justement de se recharger vite, parce qu'on n'est pas à domicile. Et donc, si au lieu de mettre 20 minutes, on met 40 minutes parce que on est obligé de diminuer l'appel de puissance sur les bornes, ça peut être compliqué à gérer. Donc, vous voyez, tout en cascade, qu'est-ce que ça peut entraîner? Une électrification de toutes les activités. Donc, l'hybridation, c'est vraiment un sujet qui est important. Et l'autre focus que je souhaitais faire, c'est aussi l'impact économique. J'en profite pour dire à notre public que vous répondrez à un questionnaire de satisfaction à la fin de la conférence et vous pourrez télécharger toutes les présentations parce que là c'était un petit peu petit le tableau et là vous aurez des infos, mais en plus il y a des infos hyper vous pourrez zoomer intéressantes dessus. Et vous pourrez zoomer dessus, oui. Exactement. Pour résumer ce diapo. Donc là, il y a beaucoup de chiffres, hein, donc je vais pas rentrer dans les détails des chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est dans une logique d'hybridation, on cumule les intérêts des solutions énergétiques au niveau économique. C'est-à-dire que l'intérêt d'une hybridation, ça n'est pas de dimensionner la pompe à chaleur électrique sur 100% des besoins du bâtiment. Sinon, on perd l'avantage de l'hybridation. Donc, on va diminuer on va dimensionner l'installation de la pompe à chaleur électrique sur les besoins de base du bâtiment. Et on va compléter avec la chaudière gaz THPE parce que c'est justement là qu'on a les gains en termes de solutions d'investissement et en termes de dimensionnement et de performance de l'installation. Et grâce à cette logique, en fait, on arrive à diminuer l'appel de puissance sur le réseau électrique quand même de 40 à 50%, donc c'est quand même pas neutre. Et typiquement, par exemple, sur un hôtel à Paris qui a choisi la solution hybride gaz, ça a non seulement permis de diminuer le coût de raccordement électrique pour l'appel de puissance de sa pompe à chaleur électrique, mais ça a permis aussi de diminuer par 2 la surface d'installation de la pompe à chaleur électrique, parce qu'au lieu d'en avoir 2 pompes à chaleur électrique sur la solution 100% électrique, il met qu'un seul module de pompe à chaleur électrique et une petite chaudière THPE, et grâce à ça, il a pu libérer de la place pour lui faire une chambre en plus au niveau de l'hôtel. Donc voilà, donc c'est aussi des logiques d'intégration dans le bâtiment qu'il faut avoir en tête. Et si après on est sur le sujet des capex et des investissements, on voit que comparé à une solution 100% électrique, on diminue de 25 à 50% l'investissement. Donc l'investissement qui n'a pas été réalisé sur le premier bâtiment avec cette solution, c'est autant d'investissement qui est disponible pour décarboner d'autres bâtiments. Donc c'est une logique aussi d'effet de levier de décarbonation plus rapide, parce que d'intervenir et de mettre tous les moyens sur un seul bâtiment, on peut dispatcher l'investissement sur plusieurs bâtiments et donc agir beaucoup plus vite sur les enjeux de décarbonation. Et bien entendu, le sujet de l'OPEX, ça on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire d'optimiser la consommation d'énergie par rapport à l'énergie la plus compétitive sur le bâtiment. Juste oui pour Samy pour réagir là parce que là oui sur les comment on appelle ça d'ailleurs là ces retours sur investissement très rapides ça apporte un nom ROI. Oui, ROI, non, mais c'était pas le terme que je cherchais, mais bon, je vous laisse intervenir. Alors vous. Non, j'aimerais juste rebondir sur un élément qu'a évoqué mon cher collègue à ma gauche, c'est que finalement l'électrification des usages va également avoir un coût en matière de renforcement des réseaux électriques, que ce soit les réseaux de distribution d'électricité ou le réseau de transport d'électricité. Et ces coûts ont été chiffrés par Enedis et par RTE. On parle d'une centaine de milliards d'euros d'ici une dizaine d'années. Et pour répondre à ces investissements, il va falloir aller chercher, on va dire, du financement. Et le financement, c'est à travers le TURP et c'est à travers la facturation auprès des usagers. Donc l'électrification des usages ont un coût et il va y avoir quelqu'un qui va devoir le payer. Et donc c'est important de pouvoir avoir cette finesse d'analyse pour aller valoriser d'autres sources d'énergie locales pour essayer de diminuer la tension en matière de raccordement sur les réseaux électriques. Donc voilà, il y a des arbitrages et une planification à long terme qu'il va falloir disposer. La diversité, ça amène toujours plus de résilience. Ça, on le sait bien. Ça vaut pour le végétal et le monde animal également. Juste pour continuer, il y avait un autre exemple que vous aviez
vous voulez le présenter là maintenant, oui. Oui, alors pour aller dans la continuité de la logique du mix énergétique et de l'hybridation, tout à l'heure j'évoquais la pompe à chaleur donc hybride gaz aérothermique, c'est-à-dire qu'on récupère les calories dans l'air, dans l'environnement extérieur. On peut aussi avoir cette logique d'hybridation dans une logique d'hybridation de gaz avec de la géothermie. Il y a également des pompes à chaleur électriques connectées à des boucles locales donc de géothermie de surface. Là, on parle bien de géothermie de surface, donc on va pas dans le Dogger Île-de-France chercher à plusieurs centaines de mètres de profondeur la vapeur, parce que là c'est beaucoup trop cher et coûteux, ça n'a pas d'intérêt à l'échelle du bâtiment. Par contre, quand on est sur la géothermie de surface, là il y a du sens et c'est encore plus performant en termes énergétiques et de rendement. Parce que forcément, on a une stabilité au niveau de la température. Le sol, il varie beaucoup moins que l'air ambiant par rapport au cycle saisonnier et tout ça. Et donc, ça veut dire qu'on a encore un meilleur rendement par rapport à une solution aérothermique. Donc, on optimise à la fois la production d'énergie et la mobilisation de l'ENR, l'énergie renouvelable locale, au travers de la géothermie. Donc ça, c'est également des choses qu'on est en train de développer. Et il y a par exemple une école en Île-de-France, dans les Yvelines, à HR, donc qui est dans le périmètre du syndicat des Yvelines, le C78, qu'accompagne Denis, qui réfléchit et qui a déjà développé cette solution. Et nous, on milite beaucoup pour que ce type d'installation, quand par exemple il y a un réseau de chauffage urbain en tête de réseau qui est alimenté par de la géothermie, là, ça vaut le coup, entre guillemets, de laisser se développer cette infrastructure parce qu'on est sur une boucle qui est vertueuse, parce qu'on est sur une énergie renouvelable et qui peut, du coup, décarboner les bâtiments. Par contre, là où il y a, par exemple, un réseau de chauffage urbain avec la biomasse qui peut poser des problématiques de qualité de l'air, certes, on résout le problème du CO2, mais de l'autre côté, on peut créer un problème qualité de l'air, et ça a été illustré dans le cadre d'une étude qui a été rendue il y a un mois par Airparif sur le sujet des chaudières biomasse. Faisons attention. Et là, typiquement, la pompe à chaleur hybride gaz aérothermique ou géothermique a tout son sens pour décarboner ces bâtiments. Et point de vigilance aussi, toujours dans une logique, on va dire, de sobriété énergétique, mais aussi de low cost, parce qu'il faut aussi avoir une démarche environnementale low cost. Il faut pas tout changer, toutes les installations qui sont récentes. Il faut aussi être dans une logique d'optimisation des installations qui existent et de venir y coupler peut-être des installations nouvelles pour décarboner ces installations qui sont récentes. Donc une installation de gaz qui a 5 ans, on va pas demander aux collectivités d'enlever leur chaudière gaz parce qu'il y a une logique qui va dans ce sens. Voilà. Donc il faut aussi être intelligent dans la démarche et peut-être justement sur ces chaudières gaz venir y ajouter une PAC électrique pour faire une solution hybride, et comme ça on continue à la fois à amortir au niveau économique la chaudière, mais aussi à rendre le bâtiment plus performant au niveau de l'énergie et de sa facture d'énergie. Il y avait une autre diapo, je crois, une dernière, mais c'est pour tout à l'heure. Oui, on va la dernière illustration, et ça répondait un peu au sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'est le gaz renouvelable et les déchets. Effectivement, un territoire a des déchets, que ce soit des collectivités avec les cantines, que ce soit des hôtels ou des restaurants avec aussi les biodéchets, et aussi les activités agricoles qui ont leurs propres déchets. Donc tous ces déchets-là sont des déchets qui sont fermentescibles. Donc ça a tout à fait du sens à valoriser ces déchets en méthanisation, c'est-à-dire en énergie, plutôt que de laisser ces déchets dans l'environnement se dégrader. Donc là, on est dans une logique d'économie circulaire. Et là, tout à l'heure, il y avait le sujet du PPA, donc pour la partie du contrat renouvelable électrique. Et pour le gaz vert, on a aussi ce qu'on appelle le BPA, qui est un contrat de gré à gré, c'est-à-dire entre un consommateur de gaz qui veut donc verdir sa consommation de gaz, il peut directement aller financer un projet de méthanisation et en contrepartie avoir des certificats de gaz vert pour décarboner son activité. Donc on voit qu'il y a cette logique au niveau électrique, au niveau gaz, d'interconnecter le producteur et le consommateur pour développer les énergies renouvelables et pour décarboner les activités. Et là-dessus, c'est aussi un nouveau levier de financement privé cette fois-ci, et ça c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'on ne vient pas pénaliser les finances publiques et donc les impôts et donc etc. Et donc là c'est bien vraiment l'économie privée qui se prend en charge pour décarboner les activités en finançant les ENR en direct et en optimisant sa consommation d'énergie, parce que pareil, quand on évoque du gaz vert, ça ne sert à rien de dire je consomme du gaz vert et j'ai fini le travail. Si on n'a pas fait le travail en amont d'optimisation de sa consommation d'énergie gaz,
ça ne sert à rien parce qu'il va payer 2 fois plus cher de l'énergie qu'il aurait pu éviter de consommer et donc de payer du gaz vert inutilement. Donc voilà. Donc il y a toute cette logique. Donc les étapes sont très importantes à respecter, hein. Sobriété, optimisation, et après on va sur les énergies renouvelables. On saute pas les étapes et ça laisse en plus le temps aux énergies renouvelables de se développer. Donc c'est assez cohérent aussi. Mais n'oublions pas vraiment l'économie circulaire locale, c'est-à-dire la mobilisation des énergies renouvelables et toutes les énergies renouvelables sur le territoire. Et ne faisons pas de confusion quand on dit sortie de la chaudière gaz. Pour moi, c'est un raccourci parce que une chaudière gaz peut consommer du gaz vert et on décarbone. Donc attention à ce raccourci qui aujourd'hui est facilement véhiculé par des autorités européennes ou publiques. Et d'ailleurs, l'Europe est en train de revenir sur ce sujet-là, hein, parce qu'avec la guerre en Ukraine et la dépendance qu'on commence à avoir avec le gaz américain de schiste, hein, parce qu'on importe quand même du gaz de schiste pour compenser ce qu'on ne consomme plus venant du gaz fossile russe, on a un bilan carbone du gaz qui est encore plus, je vais pas utiliser le terme, mais plus mauvais qu'avant. Et en plus, on dégrade les finances publiques les finances tout court des entreprises et des finances publiques, parce qu'ils nous coûtent beaucoup plus cher. Donc, on n'a aucun intérêt à avoir cette dépendance énergétique continue. Donc, soutenons les énergies renouvelables, et y compris le biogaz à l'échelle du territoire. Ça, on a bien compris, la démonstration était différente à ce sujet. Alors pour continuer, Francisca, avec vous, là, on voulait parler aussi des solutions qu'ont les collectivités, puisqu'on en est dans la phase solution, hein, des solutions qu'ont les collectivités dans le cadre du décret tertiaire, hein, parce qu'elles sont en plein dedans là, dans le cadre du décret tertiaire, oui. Oui, tout à fait. Donc, moi, je vais peut-être parler plus des différents outils d'aide à la décision auxquels les collectivités peuvent avoir accès. Je voudrais peut-être juste commencer en réinsistant sur un point qui a déjà été dit par d'autres intervenants, mais moi j'ai la profonde conviction qu'on ne peut pas le répéter suffisamment. C'est que pour nous, c'est vraiment très très important de faire passer le message qu'il faut éviter autant que possible de dissocier l'intervention sur le système énergétique des actions pour réduire les besoins énergétiques du bâtiment. C'est-à-dire pour nous c'est très important d'avoir toujours cette approche globale du bâtiment et donc de s'inscrire dans une logique de rénovation globale qui du coup regarde effectivement le système énergétique mais aussi les postes d'isolation thermique pour réduire les besoins énergétiques, et que c'est très important aussi en termes de temporalité, c'est-à-dire de vraiment réfléchir les deux ensemble, parce que si à un moment vous changez, vous rénovelez votre équipement énergétique pour changer de source d'énergie, aller vers des énergies renouvelables ou aller vers des équipements plus performants, vous allez dimensionner votre installation par rapport à vos besoins énergétiques au moment où vous allez faire ces travaux-là. Et donc si du coup 1 an ou 2 ans plus tard vous vous rendez compte, en fait je devrais aussi isoler mon bâtiment et justement faire quelque chose pour réduire mes besoins en chaleur, du coup, en fait, il y aura plus de cohérence entre l'équipement que vous avez installé et du coup vos besoins énergétiques qui auraient évolué grâce aux travaux d'isolation que vous aurez réalisés. Et donc là, vous avez investi beaucoup d'argent pour changer votre équipement énergétique qui finalement va potentiellement mal fonctionner parce qu'il va tourner en sous-régime parce que vos besoins énergétiques ont évolué. Donc pour nous, c'est vraiment très très important d'avoir cette approche globale et de vraiment réfléchir sur tous les postes de rénovation du bâtiment en même temps. Oui, il faut avoir cette feuille de route de rénovation, d'équipement, sobriété sur la durée, comme ça existe d'ailleurs sur la copropriété, hein, mais ça existe finalement dans le cadre du décret tertiaire, c'est ça, 40, 50, 60. Il y a le plan pluriannuel de travaux dans la copropriété, c'est avoir une feuille de route des travaux qui seront réalisés sur plusieurs années. Ouais. Oui, tout à fait. Les enjeux sont les mêmes de toute façon, que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire. Cette approche un peu de rénovation globale, elle est tout aussi importante dans les deux cas. Oui. Et puis des fois en termes aussi de coûts d'investissement, il faut faire des travaux parce qu'on intervient sur un sujet, autant faire les travaux sur je prends l'exemple si on met un bardage, pas un bardage, un échafaudage sur une façade, des fois il faut faire des travaux aussi sur le bâtiment et on en profite pour faire d'autres choses parce que ça va coûter cher de revenir. Oui, tout à fait. Effectivement, on voit que souvent un déclencheur pour réaliser des travaux énergétiques, ça va souvent être quand il y a un équipement justement qui va tomber en panne.
panne. Et donc, c'est vraiment une opportunité à pas rater. C'est-à-dire, à ce moment-là, pas faire une intervention uniquement sur cet équipement, mais vraiment de dire, OK, globalement, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le bâtiment qui va ensemble et d'inscrire ça dans un projet plus global. Oui, là-dessus. Donc, les collectivités ont bien entendu un rôle très important et qui sont vraiment un peu en première ligne pour réaliser les objectifs dont je parlais nationaux inscrits dans la stratégie nationale bas carbone. Qui parle du coup aussi beaucoup de l'exemplarité du rôle exemplaire du patrimoine public, qui du coup doit être d'autant plus, un précurseur, aller encore plus loin dans l'ambition des rénovations réalisées sur ces bâtiments-là. Et du coup, les priorités pour les collectivités sont finalement un peu les mêmes que celles qui sont données au niveau national. Donc déjà, l'éradication du fioul, parce qu'effectivement, il reste encore du fioul dans les bâtiments, même s'il a bien diminué, y compris dans les bâtiments tertiaires. Donc ça, c'est la première priorité. Et après, sur vraiment un peu le choix en termes de mix énergétique, il existe effectivement des outils d'aide à la décision qui aident à prioriser. Moi, j'étais très contente d'avoir entendu parler à côté de moi de l'outil ENR Choix de l'ADEME, qui effectivement propose toute une méthodologie, mais pas uniquement, c'est vraiment toute une plateforme aussi avec un centre de ressources, avec énormément de documents auxquels les collectivités peuvent accéder, avec vraiment une plateforme internet que vous pouvez retrouver facilement en ligne. Donc ça, j'encourage beaucoup les collectivités d'aller voir ça, parce que c'est un outil d'aide à la décision qui est très intéressante. Et puis peut-être je prendrai un peu de temps pour entrer un peu plus dans le détail dans les critères, un peu cet ordre de priorisation qui est proposé dans l'outil ENR Choix, parce que du coup on a parlé de l'énergie de récupération, de la chaleur fatale. Donc entre guillemets d'aller chercher, valoriser une énergie qui est déjà produite. Plutôt que de produire en plus une nouvelle énergie. Donc ça, c'est effectivement un des critères, mais il y en a d'autres. Il y a notamment le fait de privilégier des systèmes qui permettent de mutualiser la production et la distribution de l'énergie. Donc là, on revient à nos réseaux de chaleur. Et après, il y a la notion du potentiel local d'énergie. Donc aussi de consommer l'énergie là où on la produit. Et donc là, de privilégier toutes les solutions qui vont dans ce sens-là. Donc la géothermie, on en a déjà parlé, mais aussi en autoconsommation, l'énergie de solaire thermique ou le solaire photovoltaïque. On peut mettre le gaz vert dedans aussi. Ou pas? Le gaz vert c'est un peu différent parce qu'on va le produire à un endroit ça dépend, peut y avoir peut-être des systèmes où on va le consommer sur place, mais souvent il va être acheminé à un autre endroit. Donc on va dissocier l'endroit où il est produit et de là où il est consommé. Ça dépend. Pour le photovoltaïque, c'est la même chose, hein. Oui, ça dépend. C'est pour ça que je parlais d'autoconsommation. Toutes les énergies renouvelables sont dissociées entre production et consommation, et c'est bien l'enjeu des énergies renouvelables. Et je rappelle, comme le gaz vert, c'est quand même aussi une des forces en termes d'énergie renouvelable, c'est qu'on n'est pas sur une énergie qui est intermittente. Et ça, c'est une des forces. C'est comme la géothermie, on n'est pas sur l'intermittence. Et donc ça, c'est une force pour la partie justement de stabilité des systèmes énergétiques. Donc on a vu dans le système, c'est effectivement, je produis en local et je consomme à proximité, oui. Après, de toute façon, c'est vraiment une aide au choix. C'est-à-dire chaque projet, chaque territoire aussi va être différent. On va pas avoir les mêmes enjeux, les mêmes potentiels en fonction des territoires. On va avoir des contraintes aussi d'ordre économique. Et donc, évidemment, il y a tout ça qui doit être aussi pris en compte. Donc, c'est juste que dans ENR Choix, il y a juste des ressources qui permettent d'accompagner ce process d'aide à les décisions. Mais après, chaque projet, il est unique. C'est pour ça que l'enjeu de l'ingénierie au sein des communes, qui a été évoqué également, il est extrêmement important. Moi là-dessus, je voudrais peut-être juste ajouter que nous, on met vraiment on accorde beaucoup d'importance à un pilotage de cette stratégie de rénovation du parc des collectivités territoriales pour qu'elle soit portée à l'échelle intercommunale, donc à l'échelle des communautés de communes ou des communautés d'agglomération, qui sont du coup des entités qui vont regrouper plusieurs communes et qui peuvent avoir un rôle très important pour justement mutualiser les outils et l'ingénierie, ce qui veut dire que pour éviter que chaque commune ait à dépenser de l'argent pour avoir un ingénieur, un économe de flux ou autre qui puisse faire
faire ce travail d'accompagnement et d'ingénierie, plutôt avoir une personne à l'échelle de l'intercommunalité qui puisse ensuite piloter et intervenir sur l'ensemble des communes. Et donc là-dessus, donc ça passe pour des postes comme ça, mais aussi pour des outils. Il y a notamment en Île-de-France l'exemple de la comité d'agglomération de Paris-Saclay en Essonne, qui du coup à l'échelle de l'intercommunalité a fait l'achat, la contre-utilisation d'un outil de pilotage et de suivi des consommations énergétiques, et qui ensuite a donné accès à cet outil à l'ensemble des communes. Donc ça veut dire que ça a permis aussi d'éviter à chaque commune de devoir aller chercher son propre outil, faire son propre contrat, mais de faire finalement ces économies d'échelle parce que on puisse faire les choses à une échelle plus grande, et du coup dont peuvent bénéficier en même temps plusieurs communes. Et c'est aussi à cette échelle-là qui se fait la planification énergie-climat, parce que c'est l'intercommunalité qui a la responsabilité de réaliser le plan climat air-énergie territorial, et donc de fixer aussi la trajectoire du territoire en termes de réduction de ses consommations, et du coup qui intervient aussi un peu dans cette priorisation de plans d'action, d'intervention sur le patrimoine des communes. Oui, donc c'est la bonne échelle. Tout à fait. Pour nous, cette question de la bonne échelle, elle est très importante, et vraiment de mutualisation des moyens avec tous les structures d'ingénierie externe qui peuvent intervenir, les syndicats de l'énergie. On a parlé aussi des agences locales d'énergie du climat, et donc un certain nombre d'acteurs qui peuvent aussi outiller du coup la collectivité à cette échelle-là. Mais justement, vous donnez la parole à Denis, vous faites la transition pour Denis, puisque vous parlez de la production d'énergie locale, mutualisation des savoirs, et effectivement, voilà, Denis partage son écran avec nous. Il faut appuyer sur diaporama, voilà, pour qu'on voit bien. Et donc vous allez nous présenter effectivement ce que vous avez mis en place, Denis, sur la partie photovoltaïque et autoconsommation collective, hein, parce qu'on en parlait. Exactement. Alors, consommation collective. Hein. Avec deux exemples, une ombrière et l'autre sur toiture. Et donc là, le premier cas, c'est une ombrière solaire sur le parking du gymnase Marcel Cerdan à Poissy. Donc environ un peu plus de 1200 mètres carrés d'ombrière. Et la production de cette électricité est donc autoconsommée sur 25 sites de la commune, donc écoles, centres techniques et autres, ce qui permet bien sûr de diminuer la facture d'électricité auprès du fournisseur traditionnel, d'autant pour chacun de ces sites. Voilà. Donc ça c'est en plus on verse une petite redevance à la commune. Bon, c'est un peu symbolique, mais ça permet quand même d'avoir une petite rentrée d'argent à la commune, et puis d'avoir une facture qui soit un peu diminuée et avec de l'énergie produite localement. Voilà, donc ça c'était l'exemple de l'ombrière de Poissy, et on a à peu près la même chose sur l'école Saint-Hubert de Rambouillet, cette fois-ci, où là on a effectivement installé des panneaux solaires sur une grosse partie de l'ensemble des toitures de l'école, sur à peu près 1000 mètres carrés, et même chose, on autoconsomme donc l'électricité produite par ces panneaux sur 14 sites de la commune. Voilà, donc avec là aussi une petite redevance versée à la commune, et puis une facture énergétique diminuée, et avec une production locale. Voilà ces exemples. Là, pour comprendre, donc là l'investissement c'est 200 000 euros, 211 000 euros, et les 9 500 euros de charge annuelle, ça c'est ce que ça vous coûte pour avoir produit cet investissement, hein, c'est ça? Exactement, et ça s'est porté bien sûr à 100% par le syndicat d'énergie. Ouais. Et l'électricité produite en fait est vendue à un prix inférieur au prix du marché. C'est nous qui gérons aussi les factures de ces collectivités, de telle manière que leur facture diminue d'une part, et qu'en plus effectivement l'électricité produite soit de l'électricité solaire. Combien de temps il faut, Denis, entre le moment où vous initiez un projet, où il faut faire les études, on a compris, hein, il faut l'intégrer dans un plan global, si on est clair pour les collectivités, un plan global de travaux et sur plusieurs années, mais entre le moment où vous avez décidé de le faire et le moment où vous finissez le projet, il se passe combien de temps? Relativement rapide. On a eu un peu de mal
à cause de la mise en place d'un décret qui nous avait un peu perturbé entre la possibilité de subvention et la possibilité de vendre cette énergie. Les choses étant réglées, maintenant je dirais que à partir du moment où on a identifié un terrain potentiel et que la commune est d'accord pour mettre ça en place, c'est aux alentours d'un an et demi, hein, entre le montage, la convention d'occupation temporaire, les différentes délibérations, l'appel d'offres et puis la réalisation des travaux. Vous avez d'autres projets comme ceux-là qui sont en cours de... Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est là, qui vient d'être terminé sur Bonnières notamment, un qui démarre à Thoiry, et puis on en a plusieurs qui sont dans notre besace, on va dire. Pour revenir à ce que je disais sur les outils d'aide à la décision, que du coup nous à l'Institut Paris Région, on produit aussi un certain nombre d'outils cartographiques. Qui sont mis à disposition librement sur notre site pour toutes les collectivités en Île-de-France, et donc notamment aussi une carte de cadastre solaire, donc qui permet d'estimer aussi les potentiels de production photovoltaïque sur l'ensemble des bâtiments en Île-de-France. Donc ça peut aussi être des outils intéressants qui évidemment ne se substituent pas à des études de faisabilité autres, mais qui permettent au moins d'avoir une première estimation des potentiels sur le parc de la collectivité. Et pour y avoir accès, on vous contacte. Non, vous pouvez me contacter bien sûr, mais surtout vous avez vraiment accès à l'ensemble de ces outils via notre site internet. Alors, il y avait une question, tiens, j'en profite, de Siliman, qui est sur le mix énergétique. Sur la partie région Île-de-France, quelle est la part d'ENR? Est-ce qu'on a une idée? On n'a pas donné le chiffre. Est-ce que quelqu'un connaît? Alors sur spécifiquement sur le tertiaire, je peux pas vous le dire. Voilà, on n'a pas le chiffre, donc on regardera ça. Et puis Michel qui effectivement dit gain rapide, quick win. Bon, puis c'est une réponse difficile, parce que si on regarde les réseaux de chaleur urbains, ça dépend de leur part d'ENR déjà individuelle, qui n'est pas la même en fonction des gisements sur lesquels ils sont fabriqués. Donc il y a, à mon sens, peut-être des estimations qui existent, mais moi j'ai pas encore vu de chiffres sortir sur cette question-là. Alors, continuons. On va voir si on récupère Denis. Génio, avec vous. Je crois qu'on a aussi un retour d'expérience sur des travaux et des installations que vous avez mis en place dans une EHPAD, hein, c'est ça? Oui. Oui, parce que ce à quoi je suis confronté régulièrement par les collectivités ou par des gens qui possèdent un parc tertiaire, c'est moi je suis en 100% gaz. Qu'est-ce que ça donne si je mets de la PAC? Qu'est-ce que ça donne si je mets du réseau de chaleur urbain, si je fais de l'hybridation? Et pour résumer, il y a environ 7 à 8 solutions techniques qui sont possibles. Je vous en ai pas fait 7 et 8, je vous en ai tiré 3. C'est-à-dire qu'on va regarder le 100% gaz, qui est ce qui représente, on va dire, la majorité des cas de figure. Double service, DS pour double service, c'est-à-dire que la chaudière, vous regardez le dessin, elle va alimenter et le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc je suis allé comparer uniquement si je remplace ça par des pompes à chaleur, si je remplace ça par de l'hybridation. Et dans les coûts que je vais vous présenter, il y a le remplacement aussi des chaudières. Comme ça, on a dit, on repart à zéro dans tous les cas de figure. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de voir que du point de vue investissement, l'hybridation ne coûte pas si cher que ça, de plus que par rapport à du 100% ELEC. Sachant que du 100% ELEC, j'ai eu des C2E et des coups de pouce C2E, parce qu'il faut savoir que le C2E est multiplié par 3 quand on enlève la chaudière gaz. Et il faut savoir aujourd'hui que depuis le 1er janvier, on a supprimé des C2E sur le comment ça s'appelle, sur les chaudières gaz. Donc, si on était sur, j'ai envie de dire, avant le 30 décembre de l'année dernière, on aurait été quasiment équivalent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que du point de vue exploitation, pareil, il y a des grands mythes sur, il y a 2 abonnements, il y a 2 typologies d'exploitation, parce qu'il faut exploiter la pompe à chaleur, il faut exploiter la chaudière. Regardez, hein, les prix sont peu ou prou en exploitation par an, la même chose. Peut-être Benjamin, on va mettre le plein écran. Ça m'aiderait moins, voilà. avec mes problèmes de vue. Voilà.
parce que Denis est revenu. Il y a eu un problème, Denis. Hein. Vous avez eu un problème de. On va revenir à vous Oui. après. Hein. Donc j'ai Ouais. fait les 2 premières lignes. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est regardons la 3e ligne. La baisse de consommation. Quand on est en 100% élec, on baisse de 58% la consommation. Mais quand on est en hybridation, on baisse aussi de 45%. C'est pas mal. C'est même très bien. Si on regarde en termes d'euros gagnés par an, c'est exactement la même économie. Et le tableau que tu as présenté tout à l'heure, Daniel, l'illustrait assez parfaitement. Ouais. Ça, c'est la lecture consommation, si on veut regarder la ligne de consommation. Mais comme on regarde aussi la ligne des baisses à gaz à effet de serre, il y a pas photo. Le 100% PAC est la solution qui décarbone le plus aujourd'hui. On le sait. Mais regardez l'hybridation. On divise par 3 le CO2. On le baisse de 69%. Prenez le chiffre que vous voulez pour l'étude. Par contre, la dernière ligne est essentielle. Le nombre de machines utilisées pour faire la même chose. J'ai 6 packs en électricité. J'en ai que 3 en hybridation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez à décarboner, prenez la solution rouge. Parce que c'est celle qui va donner le plus de résultats. Par contre, c'est celle où vous allez consommer le plus d'électricité parce que vous allez avoir besoin d'un appel de puissance qui est plus important sur votre réseau. Je vends, et c'est la caractéristique de la pompe à chaleur, un système qui se met à l'extérieur, un système qui prend des calories à l'extérieur. Je suis en train de mettre beaucoup plus de bruit sur mon installation que si je n'en mets beaucoup moins. Il faut le dire, ça fait partie du choix. Je mets beaucoup de poids, je suis en rénovation, une pompe à chaleur, ça pèse son poids. Donc je rajoute du poids souvent en structure, en toiture. Est-ce que ma toiture est prévue pour? C'est quoi la surface d'une pompe à chaleur Moi j'ai envie pour vous donner un résumé, avant, on vendait par rapport à une voiture, on vendait le moteur. La chaudière, c'est la taille du moteur. La pompe à chaleur, c'est la taille de la voiture. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette taille de voiture, en plus, il faut que je lui donne de la respiration pour que l'air y rentre. Donc sur cette installation, on était à plus de 130 mètres carrés si j'étais juste en pompe à chaleur, et je la divise par 2, parce que là il y a un rapport de 2 pour le coup, si je fais de l'hybridation. Pourquoi? Parce que la chaudière, elle reste toujours en lieu et place, et c'était la dernière phrase que je voulais vous donner sur cet exemple de l'EHPAD, c'est que là, on a changé la chaudière, mais on aurait pu conserver les chaudières existantes parce qu'elles avaient encore quelques années derrière elles. Ça, c'était juste pour le périmètre équivalent de l'étude. Je pense que c'était plus honnête de le faire de ce sens-là. Donc, voilà ce qu'on peut dire. L'hybridation, ça fonctionne. Ça a des avantages. Ça a aussi un peu moins d'efficacité sur la décarbo et sur la baisse de consommation. Mais quand on fait les études, quand on étudie vraiment les choses, ce n'est pas si éloigné que ça dans la réalité. Donc c'est une question de choix. Moi je vous dis toujours, revenez à votre parc. Je dois faire un mix entre combien ça me coûte, combien je récupère. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Imaginons que je n'ai pas la place de mettre 6 packs. Je vais au bout avec le projet en 6 packs? Non, il va falloir que je trouve une autre solution. Donc, j'aime bien démystifier cette histoire de la pompe à chaleur parce que c'est la solution qui a été poussée par les pouvoirs publics, clairement. Le non au fossile, non au fossile, non au fossile. Le fossile, ça décarbone aussi. Je laisserai Daniel, je pense qu'il aura d'autres exemples là-dessus. Et ça baisse aussi les consommations. Donc, voilà, je voulais mettre juste ça en perspective sur un EHPAD de 80 lits qui est la taille moyenne en France des EHPAD. Donc sur le secteur de la santé, je suis sorti exprès des pouvoirs publics et des administrations pour donner un autre exemple, parce qu'il y a des gens dans le tertiaire, il y a l'hôtellerie qui a aussi des particularités. On a la santé, là c'est les EHPAD, mais vous allez sur un hôpital qui a des mégawatts installés, c'est pas des kilowatts, c'est des mégawatts. Autant vous dire que là, c'est des stades de foot qu'il va falloir mettre à côté si on voulait faire que de la PAC. Pour répondre à ta question que tu m'as pas posée du coup. Donc là, il faudra un peu de surface. Exactement. Daniel, oui, pour j'avais juste une question, c'est quel est le montant du coup de pouce pour qu'on voit un peu les enjeux d'investissement entre les solutions, parce que ça fausse un peu. Et comme on voit qu'on est sur des sujets d'évolution de l'accompagnement des pouvoirs publics
parce qu'il y a des contraintes budgétaires, qu'on se rende compte aussi potentiellement demain s'il y a des impacts là-dessus. Le coup de pouce était autour des 35 000 euros, il me semble, sur cette installation. Parce que sur la partie, ouais. sur quelle partie? La partie. Sur le montant que vous avez eu sur la pompe à chaleur, Ouais. vous aviez une déduction de 30 000 euros sur le matériel. C'est-à-dire Ouais. que l'installation, même un peu plus, elle aurait été autour des 180 000, plus cher évidemment. C'est grâce au coup de pouce qu'elle est en dessous de l'hybridation, qui n'a aucune aide pour le coup. Enfin, la petite Et ça, aide. ça peut évoluer effectivement. Là. Ouais. C'est Il y a C2E déduit sur l'hybridation, parce que je vais anticiper la question qui peut arriver tout de suite. Comme il y a de la PAC dans l'hybridation, il y a un petit coup de pouce, il y a un C2E qui est là. Ouais. Mais le coup de pouce, c'est quand on enlève 100% fossile, là on multiplie par 3. Oui. Donc il y a aussi un rapport de 3 rien que sur les C2E en faveur du 100% élect dans les financements. En sachant qu'on peut passer à du 100% ENR également en hybride, si sur la partie gaz, on consomme du contrat gaz vert. Mais ce qui aujourd'hui n'est pas reconnu dans les dispositifs de soutien parce qu'on estime qu'il n'y a pas assez de production de gaz renouvelable à l'échelle nationale. Mais à partir de 2030, quand on aura 20% de gaz vert, on pense qu'il y aura une intégration automatique du gaz vert dans la consommation de gaz, et donc ça devrait être intégré dans les dispositifs d'accompagnement. Donc là, il faut atteindre un certain niveau de production de gaz renouvelable à l'échelle nationale pour que ça puisse être intégré. Ouais, vous êtes en Ce qui période baissera le transition, CO2 là. aussi. Ouais. Ce qui baissera aussi le CO2 sur ce cas de Mais figure. c'est vrai qu'une collectivité, il faut, si je comprends le message que vous voulez passer, il faut qu'elle mette ça aussi en perspective sur plusieurs années, et donc avoir une stratégie. Comment je vais être résilient face à une production d'électricité, face à du gaz vert qui va arriver. Donc tout ça, il faut qu'elle ait cette réflexion globale. Oui, et puis quel est l'impact du choix que je vais faire en termes de technologie? Parce qu'il peut être guidé par des financements publics, il peut être guidé par nous décidons que dans notre ville c'est zéro fossile. Donc tous ces choix ont un impact sur les machines, et moi mon travail est de dire aux gens quel est l'impact sur le matériel, parce que le matériel reste. Les gens partent, le matériel reste. Toujours. Daniel, merci Génio là pour cette présentation qui est parlante. Daniel, on arrive au terme de notre conférence. On va prendre quelques questions si on a encore quelques minutes. Comment vous, GRDF, là, vous accompagnez aussi les clients, vos clients, pour amener et avoir la bonne réflexion pour transiger? Oui, tout à fait. Donc effectivement, GRDF accompagne dans le cadre de ses missions de service public, parce que je rappelle, GRDF, on est une activité qui est régulée. On n'est pas dans une activité qui est dérégulée et en concurrentielle. Donc on est aussi limité sur le périmètre d'intervention. Donc typiquement, GRDF, par exemple, ne peut pas investir aux côtés des clients sur l'investissement dans l'installation énergétique. Donc ça, c'est un point qui est important, qui est différent, par exemple, de l'accompagnement qu'un fournisseur d'énergie peut faire vis-à-vis d'un client qui consomme du gaz ou de l'électricité. Donc néanmoins, l'accompagnement, il existe côté GRDF. Donc on a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la partie data. Donc ça, c'est le point qui est quand même crucial. C'est l'accès à la donnée de consommation du bâtiment. Donc là, on a développé les compteurs communicants. On a mis en place un SI qui est beaucoup plus réactif, et on commence à avoir des périodes d'accès à la data qui est beaucoup plus récurrente, beaucoup plus rapide. Donc ça, l'idée, c'est de se rapprocher un peu du pas de temps électrique, même si ça n'a pas beaucoup de sens d'être sur le même pas de temps, mais en tout cas, voilà, on s'y rapproche. Aujourd'hui, on est sur la journée, alors qu'avant, on était sur la semaine, voire le mois, en termes de vision de conso gaz. Ensuite, il y a l'accompagnement aussi interne côté GRDF. Donc, on a une équipe dédiée qui s'appelle les ingénieurs efficacité énergétique. Donc là, on peut faire des visites d'installation pour voir où est-ce qu'on peut optimiser justement l'installation. Est-ce qu'il n'y a pas de la récupération de chaleur fatale? Est-ce qu'il n'y a pas des renouvellements de matériel? Est-ce qu'il n'y a pas des fuites de calories sur l'installation? Et donc là, voilà, il y a toute cette partie-là, analyse de la centrale de production et de la diffusion du thermique dans le bâtiment qui peut être regardée. Et on peut également accompagner, que ce soit dans le tertiaire privé ou le tertiaire public, au cofinancement d'études pour comparer les solutions énergétiques. Comme voilà, ça peut être démontré entre des solutions 100% électriques, hybrides et différentes formes d'hybridation. Je le rappelle, on peut tout à fait combiner
avec la géothermie, avec l'aérothermique, etc., même avec la récupération de chaleur fatale. Ça, c'est des choses aussi qui ont du sens. Donc voilà, tous ces sujets-là, on peut les regarder et on peut cofinancer des études. Ça reste le client final, hein, donc le propriétaire du bâtiment qui lance l'étude, mais on peut l'accompagner dans le cofinancement de l'étude. De Marivon qui dit sur quelle base avez-vous calculé le montant des redevances sur les 2 projets d'autoconsommation collective? C'est une base un peu forfaitaire qu'on a définie au sein du syndicat. Et en gros, c'est 2500 € pour 1250 mètres carrés de panneaux installés. Et voilà, c'est à peu près proportionnel à cette surface-là. Donc 2000 € pour 1000 mètres carrés en gros, quoi. Voilà. Voilà, comme ça on a la réponse. Et je me permettais aussi, pardon, Xavier, de compléter le propos de Daniel. Le syndicat d'énergie subventionne l'installation des packs hybrides à hauteur de 25% pour ses communes adhérentes. Ah voilà, donc il peut y avoir aussi des financements qui sont locaux, et ça il faut le regarder, mais j'imagine aussi vous, quand vous faites la partie ingénierie financière, vous regardez aussi ces subventions locales. Ouais, tout à fait. On regarde à l'échelle régionale, départementale, l'ensemble des subventions qui peuvent être mobilisables, que ça soit via des fonds de l'ADEME ou des fonds régionaux directement par les départements et autres acteurs institutionnels. Ouais. Une dernière question pour Francisca, pour vous. Là, on a vu, il y a plein de solutions. On a notre ami de Acté qui a dû partir. Hein. C'était convenu comme ça en 11h30 parce qu'il a une contrainte. Francisca, il y a plein de solutions, il y a plein d'acteurs, hein, peu de différentes personnes qui peuvent proposer des audits, des études. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à une collectivité qui veut commencer aujourd'hui? Elle va voir qui? Elle vient vous voir, vous, à l'Institut Paris Région, à la REC. Elle va voir Acté. Oui, je pense pas. Il y a différents niveaux, c'est-à-dire il y a déjà la partie se documenter. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de centres de ressources qui existent. Nous, on produit de la documentation, on produit aussi on met aussi en ligne des retours d'expérience. Donc notamment un certain nombre de vidéos témoignages qui ont été tournés sur des opérations de collectivités en Île-de-France particulièrement engagées sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc ça peut donner des premières idées. Le centre de ressources de l'ADEME, on en a parlé. Et sinon, effectivement, il y a des acteurs comme Acté, évidemment, qui peuvent être un premier point d'entrée, et aussi les agences locales de l'énergie et du climat qu'on a parlé, qui du coup sont aussi les syndicats de l'énergie. Donc en fait, les acteurs d'accompagnement qui sont présents localement et qui du coup connaissent aussi bien le territoire. Et comme je disais aussi, quand vous êtes une commune, d'aller voir s'il n'y a pas des ressources en fait qui existent déjà à l'échelle de votre intercommunalité. Et donc là aussi, ça peut être, il peut y avoir des ressources qui existent déjà. Et quand j'ai une question hyper précise sur ma chaudière qui existe déjà, là, je peux aller voir directement. Vous avez des ingénieurs GRDF, on peut vous appeler et vous envoyer un ingénieur, c'est ça? Tout à fait, vous avez mes coordonnées, donc ça sera mon équipe qui accompagnera les collectivités ou les acteurs du tertiaire privé qui le souhaitent. Oui, pour vous, Atlantique, c'est pareil. Oui, Junio. tout à fait. On accompagne sur les sollicitations des personnes qui se posent des questions sur voilà ce que j'ai. Où est-ce qu'on en est? Donc on est assez complémentaires. On se retrouve souvent sur des projets. Puis ce que le groupe Atlantique va apporter, c'est justement tout ce périmètre qui n'est pas vu par les textes, parce que les textes disent on fait comme ça. Et nous, notre travail, c'est justement de dire attention, il y a ce paramètre-là ici, il y a ce paramètre-là ici, et pour remettre en perspective et donner encore plus de clarté aux cas de figure, parce que tous les cas de figure sont différents. Et puis Thomas, effectivement, pour une dernière question, une collectivité vient vous voir pour avoir une idée des financements auxquels elle peut avoir accès. Il se passe combien de temps entre le moment où elle vient vous voir et le moment où elle a une vision, j'imagine pas parfaite, hein, parce que ça dépend du projet, c'est toujours complexe, mais Effectivement, quel que soit le stade de réflexion d'un projet, tout acteur, que ça soit public comme privé, peut venir nous voir et ensuite, en fonction des projets, tout dépend des projets, mais les choses peuvent aller très vite si les projets sont bien réfléchis, bien conçus. On peut vraiment mobiliser des financements et lancer des projets rapidement. voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Merci à vous, chers conférenciers.